Bonsoir à tous. Public facile ce soir. Hein. Pour un petit bonjour des applaudissements, qu'est-ce que ce sera à la fin? Bon, déjà merci à tous d'être venus et précaution d'usage, pourriez-vous mettre vos portables en silencieux, les couper ou autre, je vous prie, merci. Ça fait longtemps que le Cercle Aristote n'avait pas fait d'événements de masse là-dessus. C'est bien de retrouver un peu des amis, des camarades, la grande famille, plus énormément de nouveaux, et ça fait très plaisir de vous recevoir tous pour notre ami Idriss. Je voulais juste vous parler en 2 petites minutes de la genèse de cet événement. Il y a quelque chose qui m'attache particulièrement à la pensée d'Idriss Aberkane, c'est enfin un penseur un peu positif. Parce que nous avons une actualité qui est légèrement morose, je me permets, je pense que vous me suivrez. Et parfois, on a besoin d'un message et d'une intelligence qui nous disent « le soleil se lèvera demain ». Et dans l'époque légèrement tourmentée que nous vivons, ça n'a pas de prix. Aussi, je vous demande des applaudissements pour notre ami Idriss Aberkane, géopolitique de la connaissance. Merci à tous, merci pour lui. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Salle remplie. On m'a demandé de faire littéralement 7 posts sur mon Instagram de peur que cette salle soit vide. Vous vous foutiez de ma gueule ou quoi? Non, vraiment, ma légendaire assurance en a pris un coup, quoi. Hier, je me disais, putain, il n'y aura personne ici, etc. En fait, vous vous connaissez entre vous, vous êtes des potes de Pierre, vous êtes venus pour me remonter le moral, c'est ça? Bon, merci d'être venus aussi nombreux. Oui, c'était le Cercle Aristote, tout ça. Donc, moi, j'étais parti du principe que j'allais faire une conférence un peu technique et je ne m'attendais pas à avoir une salle aussi pleine, honnêtement. Je croyais que ça serait devant une 50aine, une 60aine de personnes. Mais bon, honnêtement, je suis persuadé que ça va quand même vous intéresser. On va parler de géopolitique et on va en parler d'autant plus que c'est une de mes passions, comme les courses avec Omar Sharif. Référence de Taron. Il y en a qui ont rigolé quand même. Il y en a qui l'ont attrapé au vol, celle-là. Oui, parce que j'ai renseigné la géopolitique pendant un certain nombre d'années à Centrale. Et en fait, je pense que la partie connaissance, c'est vraiment un très très beau sujet. Alors, si on veut commencer... Bon, alors vraiment pour être sûr, la géopolitique, c'est quoi? C'est l'interaction de la terre et du pouvoir, c'est tout. Quel pouvoir permet d'avoir quelle terre et quelle terre donne quel pouvoir? Par exemple, en géopolitique, on considère que l'Asie centrale, c'est la terre la plus stratégique au monde. Voilà, je vous fais un petit résumé de cours de géopolitique de base. Alfred Mackinder, grand géopolitologue anglais, en 1905, il a une théorie qui est vraiment très simple. Hein. Dans un jeu d'échecs, c'est quoi les cases les plus importantes? Si vous êtes agent immobilier, c'est quoi les cases qui valent le plus cher? Les cases du centre. Les 4 cases du centre, elles valent plus cher que les autres. Alors après, ça peut être un piège, hein, bien sûr, ça peut être une feinte, mais toutes choses égales par ailleurs, les cases du centre, elles valent plus cher que les autres. Et bien en fait, c'est pareil en géopolitique. Dans un continent, les cases du centre, elles valent plus cher que les autres. C'est pour ça que les Anglais ont voulu aller aux sources du Nil, par exemple. Mon idole, Richard Francis Burton, a essayé de trouver les sources du Nil, parce qu'en fait, les sources du Nil, c'est le cœur géographique de l'Afrique, c'est la plus grande réserve d'eau potable de l'Afrique, et donc c'est là qu'il fallait pouvoir établir la présence britannique en Afrique. Le centre de l'échiquier, c'est les cases les plus importantes. La règle de base de la géopolitique, vous contrôlez le centre de l'échiquier, vous contrôlez l'échiquier. Or, le plus grand échiquier, c'est le nom que lui a donné Zbigniew Brzezinski, c'est l'Eurasie. L'Eurasie, c'est le plus grand continent du monde, c'est 2 des plus grandes puissances économiques mondiales, l'Europe d'un côté, l'Asie de l'autre. Et si vous contrôlez le cœur de l'Eurasie, vous contrôlez le monde. Et c'est pour ça que l'Afghanistan et tous les stans, en fait, ce qu'on appelle les stans, Kirghizistan, Turkménistan, Kazakhstan, sont des pays hautement stratégiques. Ça, c'est la géopolitique classique. Donc la géopolitique classique, elle s'intéresse à quelle terre vous donne quel pouvoir et quel pouvoir vous permet de lorgner sur quelle terre. Géopolitique. Ben, la noopolitique, du grec nous, la connaissance, l'esprit, bien la noopolitique, elle s'intéresse à quel savoir vous donne quel pouvoir.
le fait d'avoir telle technologie, le fait d'avoir telle connaissance, est-ce que ça peut par hasard vous rendre puissant? Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris toute la géopolitique de la connaissance. Alors, simplement, ici vous voyez, c'est une notion très intéressante. Un géographe, il a pris un compas, et un compas informatique évidemment, il a testé plein de points sur Terre, il a cherché tous les points sur Terre qui sont le centre d'un cercle de 4000 km, et ce qu'il recherchait, c'était le cercle qui enfermerait le plus de population. Donc il a baladé son compas informatique partout dans le monde, et il est tombé sur la ville de Yuqi, dans la province du Yunnan en Chine. C'est la ville au monde qui vérifie la propriété que si vous tracez un cercle de 4000 km de rayon autour, eh bien, il aura la plus grande population. Dans ce cercle, vous avez plus de la moitié de la population mondiale. Et c'est évidemment une toute petite partie de la planète Terre. Et là, vous comprenez plein de choses, en fait. D'abord, ce que vous voyez, c'est que la population indienne est beaucoup mieux répartie que la population chinoise. Ça, c'est un point extrêmement important. Ça vous explique les tensions avec les Ouïghours, la situation actuelle en Chine. Si vous ajoutez à ça que toute la partie vide entre guillemets, hein, on reste à l'échelle chinoise, une petite ville en Chine, c'est 1 million d'habitants, mais toute cette partie-là, c'est aussi 30% des réserves de pétrole de la Chine. Donc ça vous montre encore plus pourquoi c'est important. Et puis en plus, dans les manuels d'histoire géo, on vous dit qu'une superpuissance, c'est quand on a une grande population éduquée et un grand pays dominé dans le sens infrastructure. Donc la Chine, c'est le Far West en fait, exactement comme les États-Unis au XIXe siècle. Ils essaient de se redéployer à l'ouest. Ils ont même envisagé de redéployer leur capitale. Ils ont abandonné l'idée parce que ça aurait été impossible de le garder secret. Je ne vois pas comment ils auraient pu rendre ça secret. Mais les Chinois avaient envisagé la possibilité de déménager leur capitale. Vous savez, Beijing, Pékin, c'est Kambulak, c'est une capitale mongole. Hein. Quand vous y allez, il y a des tempêtes de sable. Hein. C'est les Mongols qui ont mis leur capitale ici. Les vrais Chinois, c'était pas du tout là qu'ils auraient mis leur capitale avant les invasions mongoles. Donc l'idée de redéplacer la capitale n'était pas du tout étrangère pour les Chinois. Puis vous savez que plein de pays l'ont fait. Le Brésil l'a fait. La Turquie l'a fait, Ankara. Hein. Ankara, c'est le milieu de nulle part. Hein. C'est juste que Mustafa Kemal était né là-bas, mais il n'y avait rien à Ankara. Et en Australie, vous avez 4 capitales. Vous avez une capitale culturelle qui est Sydney, vous avez une capitale politique qui est Canberra, vous avez une capitale financière qui est Melbourne, et vous avez une capitale portuaire qui est ou Adélaïde ou une autre ville. Donc il n'y a que nous, en France, c'est impensable, par exemple, de relocaliser notre capitale. Mais il y a des prospectivistes qui avaient réfléchi à ça. Par exemple, la perspective d'avoir, peut-être à Bordeaux, par exemple, pour avoir une façade sur la mer. C'est des trucs qui avaient été envisagés, mais politiquement, vous voyez bien qu'en France, c'est inenvisageable de relocaliser la capitale politique, parce que Paris resterait la capitale culturelle et financière. Ça, c'est pas possible de la décaler. Mais donc, une fois que vous avez compris cette géographie, vous voyez les tensions avec l'Inde et la Chine, vous voyez plein d'aspects, puis surtout, le pivot géographique vers l'Asie. Ça y est, je veux dire, on est au XXIe siècle, quand vous avez plus de la moitié de la population mondiale qui vit là. Pour vous donner un exemple, juste cette partie-là, donc ici, là, ce petit point pixelisé, ça, c'est le delta de la rivière des Perles, c'est la population du Japon dans la moitié de la Belgique. C'est Hong Kong, Shenzhen, Macao, et c'est évidemment un endroit surpeuplé. C'était un village de pêcheurs en 1960. Donc on a un bouleversement de la distribution des populations, etc., et donc des rapports de force nécessairement. Mais là, je ne vous ai pas encore totalement parlé de connaissances. Je vous montre juste les espaces, comment les gens s'établissent dans ces espaces, mais vous comprenez qu'il y a un lien avec la connaissance déjà. Shenzhen, par exemple, je vous ai dit que c'était un village de pêcheurs dans les années 60. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus peuplées du monde, c'est l'atelier du monde, c'est là que vous avez tous les produits made in China. Donc c'est bien de la connaissance là, qui a été impliquée et qui a fait que les gens sont venus ici, parce qu'il n'y avait pas de raison d'être là pour les gens. En termes de matières premières, en termes de ressources, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait autant de Chinois soient localisés ici. En fait, la raison, c'est que dans les années 60, les seuls produits made in China que vous pouviez trouver en France ou aux États-Unis, c'était des nouilles ou des jeux de cartes. Et puis maintenant, les produits made in China, vous en voyez partout. Parce qu'entre-temps, vous avez eu Deng Xiaoping, le légendaire qui disait qu'importe que le chat soit noir ou blanc du moment qu'il attrape les souris. C'était sa façon poétique de dire qu'en fait, la Chine allait être capitalisto-communiste ou l'inverse. Et du coup, la Chine est devenue l'atelier du monde. Puis entre-temps, il y en a d'autres qui sont devenus l'atelier du monde. Et là, on va pouvoir parler de nos politiques un peu plus. Alors, juste avant de parler de Taïwan, en fait, ça c'est le pont-tunnel. Ça commence par un pont, ça s'enchaîne avec un tunnel. C'est une technologie norvégienne que les Chinois ont rétro-ingénierée. Donc là, on est dans de la connaissance. C'est le pont entre Macao et Hong Kong. Donc les deux... Alors, Macao et Hong Kong, c'est des symboles. Au-delà d'être des villes très importantes, très riches, c'est des symboles. C'est des symboles multiples, en fait, parce que
D'abord, Hong Kong, c'est une ville très puissante. C'est une ville presque quasiment démocratique en Chine, bon, de moins en moins, mais quand même avec une tradition démocratique réelle. C'est le symbole pour le Politburo du un pays, plusieurs systèmes, un pays, deux systèmes, un pays, trois systèmes. C'est le terme officiel qui présage un peu l'intégration de Taïwan. L'intégration, c'est le terme officiel du Parti communiste chinois, c'est pas mon terme. Mais Macao aussi, parce qu'en fait, quand vous passez de Hong Kong à Macao, par exemple, bah, vous changez de monnaie, déjà. Vous changez de sens de conduite aussi. Donc sur le pont, vous partez de Macao, vous conduisez à droite, et puis ensuite vous conduisez à gauche, etc. Et c'est le même pays, techniquement. Alors, il y a des passeports. Vous avez un passeport de Hong Kong et un passeport de Macao. N'empêche que c'est le même pays. Donc l'intégration pour eux est essentielle. Et les Chinois, quand ils veulent intégrer, c'est à coup d'infrastructures, de ce qu'on appelle des méga-projets, genre le barrage des Trois Gorges. Le barrage des Trois Gorges, ça ralentit la rotation terrestre, tellement c'est énorme. Donc ça vous montre un petit peu ce que c'est qu'un méga-projet à la chinoise. Personne ne construit plus de lignes de TGV que les Chinois, aujourd'hui. Pour eux, ils construisent l'équivalent de toutes les lignes en dessous de la grande vitesse aux États-Unis, donc disons entre 200 et 250 km/h. Ils construisent ça tous les trimestres. Voilà. Toutes les lignes qui vont à plus de 200 km/h aux États-Unis, les Chinois construisent ça tous les trimestres. Mais Taïwan, donc en face. Taïwan, officiellement, la République de Chine. Officiellement, Taïwan n'est pas Taïwan, officiellement, c'est la République de Chine. Vous savez que Taïwan a occupé pendant quelques années le siège de la Chine au Conseil de sécurité. Donc voilà, on considérait que Taïwan, c'était la Chine pendant la signature de la charte de San Francisco. Aujourd'hui, plus personne ne reconnaît Taïwan officiellement, sauf 4 ou 5 pays max. Même la France ne reconnaît pas Taïwan officiellement. Et là, ce que vous voyez, c'est le trafic. Donc voilà, une carte de chaleur du trafic portuaire entre Taïwan et la Chine. Vous comprenez que si jamais ça pète ici, c'est l'extrême onction. Planter des tomates sur votre balcon, là on rigole plus. La crise ukrainienne à côté, c'est vraiment de la blague, quoi. Là, pour le coup, vous avez le premier fabricant de semi-conducteurs mondial. Ah, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait à faire sur Taïwan? Rien. Les Portugais s'y sont installés parce qu'il y avait des ports naturels, mais c'était pas une superpuissance économique, Taïwan. En aucun cas. Il n'y avait pas de matières premières, c'était pas du tout un endroit pour avoir des sites de pêche. C'était une escale en direction du Japon. Les Portugais ont fait beaucoup de commerce avec le Japon. Ils ont laissé aussi beaucoup de recettes de cuisine au Japon. Les tempuras, notamment. Les tempuras, c'est portugais. Hein. Ça voulait dire ce que vous mangez pendant le temps du carême. Donc c'était tempora, carêma, j'en sais rien. Et je parle super bien portugais, merci. Et en fait, tempora, voilà, ça a donné les tempuras. Vous avez aussi le castello. Ouais, si vous avez goûté le pain japonais, là, qui est devenu une grande, aujourd'hui spécialité de Nagasaki, bah en fait, ça se dit castello, et c'est pas super japonais, ça. Si, c'est japonais depuis 400 ans. Mais c'est les Portugais qui l'ont ramené. Bah, Taïwan, c'était la belle île pour les Portugais, c'était Formosa, ça veut dire la belle. Et c'était juste une escale. Il n'y avait rien à faire à Taïwan. Puis un jour, on a fait des semi-conducteurs. Et puis là, Taïwan est devenue très, très importante. Et si jamais Taïwan pète, vous n'avez plus de carte mémoire, vous n'avez plus de puces électroniques, vous n'avez plus d'informatique pendant un certain temps. Mais la situation actuelle, parce qu'il y a eu des wargames, donc notamment les Américains ont fait des wargames, celui-là a été publié, c'est pas une stock picture, ça c'est une vraie image d'une reproduction du wargame. Quand je dis reproduction, il y a eu un wargame secret qui a été fait, ensuite l'équipe a accepté d'en refaire un pas secret devant la presse américaine. Et donc en vert, c'est Taïwan, parce que le parti, à une époque dominante de Taïwan, s'appelait les Verts. Ils n'étaient pas écologistes, mais ils s'appelaient les Verts. Et puis évidemment, en rouge, c'est le Parti communiste chinois. Et puis c'est morose, quoi. Hein. Je veux dire, une planning d'invasion de Taïwan, dans tous les cas, ça se passe mal. Cela dit, les manuels en géopolitique disent, alors les manuels, ça vaut ce que ça vaut, comme d'habitude, mais les manuels disent que quand vous voulez occuper une ville, il faut un soldat pour 10 habitants. Vous avez 23 millions d'habitants à Taïwan, ça veut dire que vous devez techniquement avoir besoin de 2 millions de soldats. C'est pas possible. Sauf si la Chine a décidé de le faire autrement, avec un coup de bluff plus important, avec des moyens plus importants. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher, là tout de suite, qu'est-ce qui pourrait, disons, si vous êtes le président de Taïwan, ou plutôt, alors, à l'époque, la présidente de Taïwan, à l'époque, elle avait son petit caractère. On lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas de mari. Elle avait répondu, « Je ne vais pas acheter un cochon juste pour avoir une saucisse. » Moi, ce qui me chagrine, au fond, c'est que c'est le truc que vous allez retenir de ma conf. Bon, du coup, à côté
à côté, Angela Merkel, c'est Jean d'Ormesson, et elle avait... Bon, la défense de Taïwan, ça la préoccupait. Vous avez là une option, parce que nos politiques, géopolitique de la connaissance, qu'est-ce qui se passe quand on met de la connaissance dans le territoire ? On change tout, vous voyez, d'un coup, un village de pêcheurs devient une des villes les plus importantes du monde, une île qui était une escale pour les Portugais devient une des îles les plus importantes du monde. Donc quand on met de la connaissance dans un territoire, il se passe des choses. Bon, la Silicon Valley est là pour en témoigner, il n'y a pas de matière première dans la Silicon Valley. Il y avait de l'or avant, mais la ruée vers l'or a ruiné la Californie. C'est une autre histoire. Si le sujet vous intéresse, c'est le sujet du roman L'or de Blaise Cendrars, qui parle de ça, du fait que l'or a ruiné la Californie. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais là, par exemple, si Taïwan avait une techno, sur étagère, ça veut dire immédiatement disponible, pas un prototype, une techno, un drone sous-marin. Alors, il ne faut pas n'importe quel drone sous-marin. Il faut un drone sous-marin que vous puissiez produire en très grande quantité. Et il faut un drone sous-marin équipé de ce qu'on appelle un IFF. IFF, en anglais, ça veut dire Identify Friend or Foe. Ça veut dire identifier les gentils des méchants, les ennemis des amis. Friend or Foe. Et c'est très dur. Hein. Un IFF, c'est surtout quand c'est un IFF offensif pour un drone. Parce que sinon, c'est facile. Vous avez une petite balise. Elle envoie une fréquence, elle dit « moi je suis un gentil ». Bon, le problème c'est qu'on peut la pirater, on peut la brouiller, en fait, c'est jamais si simple que ça. Mais si les Taïwanais avaient là, tout de suite, des drones qui fassent à peu près la taille d'une baignoire, bon, donc avec un déplacement en termes de tonnage ridicule, moins d'une tonne de déplacement, et qui soient capables d'identifier un navire chinois, pour empêcher tout navire chinois de franchir une certaine ligne, il va de soi que Taïwan serait beaucoup plus rassuré. Mais ils ne l'ont pas. De tout ce qu'on a comme évidence, ils n'ont pas cette technologie. En fait, aujourd'hui, personne ne l'a, cette technologie, parce qu'elle n'est pas stable. Il y a plein de prototypes, mais personne ne l'a. Et donc, du coup, aujourd'hui, Taïwan peut être envahi du jour au lendemain. Ça ne veut absolument pas dire que la Chine peut la tenir. En fait, c'est même quasi certain qu'elle ne pourrait pas tenir Taïwan, sauf si vous avez un accord politique avant, etc. Mais cette simple étude de cas qui vous dit, là, vous avez un rapport de force, vous avez un tout petit pays face à un très grand pays, un pays d'1,3 milliard d'habitants, un pays de 23 millions d'habitants, et puis, évidemment, une volonté de réunir, parce que Xi Jinping a été très clair, hein, le but, là, c'est de réunir Taïwan et la Chine. Encore une fois, c'est le terme du Politburo. Une seule technologie empêcherait ça, une seule. Donc, la technologie peut changer le cours de la guerre. On va voir que la néopolitique, ça va bien au-delà. En fait, vous avez l'information, la connaissance. Donc, la connaissance, c'est une technologie, un produit, une arme. Puis au-dessus, vous avez la sagesse. Alors ça intéresse beaucoup moins les gens, déjà. C'est la sagesse, bon, c'est sympatoche, mais un chef d'État, il s'en fout un peu, la plupart du temps, sauf si c'est un tyran philosophe, comme Cléobule de Rhodes, par exemple, dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'on l'enseigne même pas, en fait, en géographie, mais c'était un des tyrans philosophes qui représentait l'idéal platonicien, en fait. Ouais, Cléobule de Rhodes. Bon. Et le fait que j'ai un peu que lui à vous citer, alors que c'était il y a 2600 ans, ça vous montre que ça n'a pas vraiment servi d'exemple dans l'humanité. Mais la sagesse devrait être, normalement, quand un pays a une politique de la connaissance, la sagesse devrait être le point suprême. Et on va voir évidemment que ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Alors là, vous avez les enjeux de base. Ici, vous voyez le pont que les Russes ont construit pour intégrer la Crimée, vue du ciel, technologie. Et là, vous voyez, en fait, ce que j'ai appelé dans mes travaux les armes de construction massive. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir... une armée, elle est là pour casser des trucs, elle est là pour intimider, elle est là pour faire peur, elle est là pour dissuader, hein, en particulier depuis la guerre froide, dissuader. Mais en fait, la capacité de construire est aussi importante que la capacité à détruire. Et ça, c'est pas récent. Les Romains, première chose qu'ils faisaient, ils construisaient un camp. Et un camp, ce n'était pas... c'est pas Astérix avec des tentes et tout. Un camp, c'était une unité économique. Il y avait toute une infrastructure économique autour d'un camp. Il y avait un service postal. On a des lettres de centurions qui s'échangeaient, qui vont jusqu'au mur d'Adrien. Donc on a les lettres, et ça nous donne des infos sur l'économie romaine. Les lettres d'un centurion qui écrit à son frère depuis le mur d'Adrien. Ça nous prouve que les Romains avaient mis en place un système de poste, et ça nous donne une idée du coût de la vie, qui est très dur à évaluer à Rome, en fait, avec les éléments qu'on a. Donc la capacité à construire vite, c'est presque aussi important, voire aussi important que la capacité à détruire pour une armée. Une armée, quand elle se lève le matin, c'est pour casser des trucs. Et en géopolitique, c'est encore plus important, en fait, parce que vous aviez, quand les Américains ont envahi l'Irak, ils avaient cette doctrine typiquement américaine de choquer et impressionner, shock and awe, c'est-à-dire un énorme tapis de bombes, tout détruire, etc., que toute résistance se dise futile. Et en fait, malheureusement, le choquer et impressionner n'a été développé que beaucoup plus tardivement, à l'époque moderne, dans la construction.
la capacité à produire un méga-projet très vite. Un pont, reverdir un désert, alimenter en eau potable, etc. Et ça, c'est beaucoup plus puissant en termes d'influence, en fait, sur le long terme. La capacité à projeter, par exemple, d'énormes quantités d'eau potable sur le long terme, là, vous allez influencer un peuple beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus prolongée que si vous faites péter des bombes partout et que vous lui dites rendez-vous, en fait. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui a tout perdu, a priori, il est forcément résistant. Au bout d'un moment, un peuple qui a tout perdu, c'est la pire situation en géopolitique. Et donc les Romains, ils savaient construire. Ça, c'est le chef-d'œuvre des ponts de l'histoire romaine. Il a été détruit malheureusement, mais c'est le pont sur le Danube qui a été construit par l'architecte de Trajan. Trajan, c'est un des plus grands empereurs romains. C'est pendant le règne de Trajan que l'Empire romain est le plus large. L'apogée en termes d'espace de l'Empire romain, c'est Trajan. Et Trajan, en fait, il a été appelé Optimus Princeps. Ça veut dire donc le premier d'entre nous, le premier prince, quoi. Enfin, le meilleur et le premier des princes. Bon. Et son architecte était arabe, c'était Apollodore de Damas. Il n'y avait pas vraiment d'identité arabe à l'époque, mais il venait de Damas, c'était un nabatéen. Techniquement, les nabatéens, ce sont ceux qui ont construit Pétra. Et Apollodore de Damas était un architecte de génie, et il a construit ce pont sur le Danube, qui à l'époque était impressionnant, évidemment, parce que c'était un pont qui était 6 fois plus long que Tower Bridge à Londres, par exemple. Tower Bridge a été construit au XIXe siècle. Donc ça impressionnait vachement, sur la plus grande rivière d'Europe, d'avoir un pont pareil. Apollodore de Damas, c'est aussi lui qui a construit le Panthéon, qui est encore aujourd'hui la plus grosse structure en béton non armé sur Terre. Donc le Panthéon de Rome, pas celui de Paris, qui était une église au départ, c'est la plus grosse structure en béton non armé sur Terre, depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Il a survécu à une quinzaine de tremblements de terre. Et les techniques qui ont été mises en place par Apollodore de Damas, avec du béton romain, donc non armé, parce que les Romains ne savaient pas armer du béton, en plus les quantités de fer que ça aurait représenté étaient beaucoup trop grandes pour l'époque. Mais par exemple, cette technique, vous voyez, ce coffrage-là, c'est pas seulement esthétique, ça permet de réduire le poids de la coupole. Et ça permet donc d'avoir cette sphère. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Toutes les coupoles, tous les dômes en Occident peuvent être amenés au Panthéon en termes d'influence. Tous, celui du Panthéon, celui de Santa Maria del Fiore à Florence, y compris la basilique Sainte-Sophie, tous les dômes, c'était l'Occident à l'époque, c'était la deuxième Rome, Constantinople, tous les dômes en Occident peuvent être amenés en architecture au Panthéon, qui a été fait par Apollodore de Damas. Donc ça, c'était aussi le pouvoir de Rome. Et vous ajoutez à ça les thermes, les aqueducs, la romanisation. C'est ce qui a fait que, il faut quand même rappeler ça, aucun empire n'a unifié la Méditerranée après Rome. Il y a eu Rome et personne. Et des empires beaucoup plus puissants, les Ottomans, le Reich, qui s'est retrouvé quand même en Afrique du Nord, n'ont pas pu unifier la Méditerranée. C'est les Romains et personne d'autre. Et ça justifie en fait une infrastructure, une capacité à projeter de la construction et de la connaissance qui était en fait assez hors norme pour l'époque. Même si on le verra, les Romains ont raté des innovations et ont oscillé entre quelques élans vers l'innovation, quelques élans vers une politique de l'innovation, et puis ensuite des élans conservateurs. Mais cette structure, en fait, a eu tellement d'influence que vous la retrouvez dans les délires d'Albert Speer, l'architecte d'Hitler. Son rêve était de faire un hall du peuple, le Volkshalle, et il aurait été tellement énorme, donc même principe, vous voyez une sphère en fait, une coupole qui est une sphère, il aurait été tellement énorme qu'il s'y serait formé des nuages. Quand les gens expirent, vous savez, il y a de la vapeur d'eau qui sort, on la voit en hiver, mais elle sort quand même en été, et il se serait formé des nuages spontanément. Comment on le sait? Parce que dans les usines Boeing, ils s'en forment déjà, et ça c'est 2 fois plus gros. Donc ça vous donne une idée de, comment dire, le gigantisme comme outil d'influence politique. Et dans la série Le Maître du Haut-Château, que je vous recommande, donc d'après le roman de Philippe Cadic, qui est un très bon roman, évidemment, Le Maître du Haut-Château, The Man in the High Castle, et c'est sur Amazon, ça anticipe que les nazis aient conquis les États-Unis en ayant la bombe atomique avant les Américains, ce qui aurait très bien pu se passer. Et du coup, le Volkshalle est réalisé. Et voilà, vous voyez un peu les proportions par rapport à un métro sur rail magnétique, technologie qui était théoriquement connue à l'époque, mais évidemment qui n'était pas appliquée. Alors, le gigantisme, les Allemands, ça les connaissait. Ils ont eu une néopolitique, en fait, parce que toute l'histoire de l'Allemagne nazie, du Troisième Reich,
c'est un manque d'accès aux ressources. C'est un manque d'accès au pétrole, c'est un manque d'accès à l'acier, c'est un manque d'accès à l'eau lourde, notamment pour la recherche en physique nucléaire. Et par exemple, avant de vous montrer celle-là, ouais, ça c'était ce qu'on appelait les Wunderwaffen, en fait les Allemands étaient le premier producteur de lignite. La lignite, c'est le charbon brun, c'est du bois, hein, mais enfin, c'est du bois compressé. Et là, vous voyez les chiffres de la production de lignite. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont annexé les Sudètes, annexé, envahi, c'était que les Sudètes étaient un des plus gros producteurs de lignite après eux. Vous voyez, l'Allemagne, c'est 180, et les Sudètes, c'est 50, et la Pologne, 58. Pourquoi ? Parce que les Allemands avaient mis au point une technique pour fabriquer du pétrole avec la lignite. Et ça, c'était une énorme innovation. Et c'était évidemment pour l'industrie allemande essentiel d'avoir du pétrole. D'ailleurs, même pendant la Première Guerre mondiale, il devait y avoir une ligne de chemin de fer de Berlin à Bagdad. Ça s'appelait le Bagdad-Bahn. Et cette ligne de chemin de fer de Berlin à Bagdad devait passer par Sarajevo. Ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Elle n'a jamais, évidemment, vu le jour, au final, cette ligne. Mais déjà, l'approvisionnement en pétrole de l'Allemagne était essentiel en 1914, alors imaginez en 1939. Et l'annexion des Sudètes, c'est en très grande partie parce qu'ils avaient beaucoup de charbon brun et que les Allemands savaient faire du pétrole avec. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en Pologne, on voit ces ruines-là, ce sont des transformateurs de charbon brun en pétrole. Donc c'est de la liquéfaction du charbon, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça, ce sont des liquéfacteurs, d'anciens liquéfacteurs de charbon que les Allemands ont laissés en Pologne parce que c'était une des raisons pour eux d'envahir ce territoire. Et côté américain, l'innovation, ça a été bien sûr la gomme synthétique. Quand les Japonais ont coupé les voies d'approvisionnement dans le Pacifique des plus gros producteurs de gomme avec du caoutchouc, donc les EVA, les Américains, en très peu de temps, ont développé une industrie de la gomme synthétique qui s'est avérée meilleure que la gomme actuelle, enfin que la gomme de l'époque, et qui encore aujourd'hui est la base de l'industrie de la gomme qui est utilisée dans l'automobile. Mais donc revenons à l'idée des Allemands qu'industriellement, il fallait avoir un effet de levier supérieur dû à l'innovation. Et c'est pas pour rien que les meilleurs ingénieurs étaient dans le Troisième Reich. Alors, pas tous les meilleurs, parce que le projet Manhattan a bien eu lieu aux États-Unis, la bombe atomique, mais les Américains et les Anglais et les Russes et les Français vont exfiltrer des ingénieurs allemands. Ça s'appelle l'opération Paperclip, ça veut dire trombone. Et l'opération trombone, c'est une opération qui est déclassifiée, qui est reconnue au Congrès des États-Unis, où les Américains ont exfiltré des chercheurs allemands, des ingénieurs allemands. Et le plus célèbre est Wernher von Braun. Wernher von Braun, c'est le fondateur de la NASA. Il a employé de la main-d'œuvre concentrationnaire. On le sait, il n'y a pas de problème. Il était membre du parti, il avait sa carte, il a employé de la main-d'œuvre concentrationnaire, mais il savait lancer des fusées dans l'espace, donc on l'a exfiltré, et c'est lui qui a fondé la NASA. Donc, l'idée des Allemands, c'était l'innovation pour écraser tout le monde. Et ce projet, donc le Land Cruiser P1500, 1500 comme 1500 tonnes, le Land Cruiser 1500, Monster, ils l'ont envisagé. C'est Albert Speer, justement, l'architecte qui voulait faire le Grand Dôme, là, qui a dit non, quand même, ça déconne trop, quoi. Mais ils avaient fait un truc similaire. En fait, c'était basé sur ce truc-là qui a vraiment existé, qui était le canon Gustave. Et le canon Gustave, il tirait ça. Donc, au siège de Sébastopol, il a tiré ça sur la forteresse qui s'appelait Staline. Vous imaginez aussi l'impact politique quoi, dans les nouvelles. D'ailleurs, on a les nouvelles quoi, allemandes. Le Schwere Gustav a tiré des obus de 80 cm sur la forteresse Staline. Donc, l'innovation, c'était compris à plusieurs époques que ça pouvait permettre de prendre le dessus dans un conflit. Mais là, ils n'avaient pas vraiment d'idée que l'innovation peut servir à la paix. Je veux dire, quand vous envisagez d'utiliser autant d'acier, autant de charbon, autant de pétrole pour faire ça, a priori, ce n'est pas la paix que vous avez tout de suite en tête. Mais, d'entrée de jeu, Albert Speer, il s'était dit, voilà, quand on aura buté tout le monde, et quand on aura un grand espace vital bien propre, là, on fera de la construction. C'était prévu. Bon, il n'a pas pu mettre ça en œuvre, mais il y avait une petite réflexion quand même. Et ce n'était pas pour rien, d'ailleurs, que Hitler avait pris un architecte comme un grand ingénieur de l'armement. D'ailleurs, Albert Speer a fait 8 ans de prison à Nuremberg, parce qu'il n'était pas que architecte, il était ministre de l'armement. Mais il avait voulu prendre un architecte parce qu'il y avait quand même une réflexion sur la construction post-guerre. Et donc on sentait déjà cette idée que peut-être que l'innovation pourrait servir aussi en temps de paix, pourquoi pas. Cela dit, parmi les projets délirants des Allemands, vous aviez envisagé, vous avez des textes dans des centres de recherche et développement allemands,
pour un satellite en forme de miroir géant qui pourrait faire cramer une ville. C'est un scénario de James Bond. En fait, non, les Allemands y ont vraiment pensé. Et ça a été déclassifié justement pendant l'opération Paperclip. Quand les Américains ont confisqué beaucoup de documents des centres de recherche du Troisième Reich, ils sont tombés sur des délires comme ça. Et parmi les délires qui ont vu le jour, il faut quand même se rappeler que ce sont les Allemands qui ont inventé le premier hélicoptère fonctionnel. Comme ils ont inventé parmi les premiers avions à réaction fonctionnelle, parmi les premières lunettes infrarouges fonctionnelles en 1944. Donc, effectivement, il y avait cette idée, on a une faible population, on n'a pas beaucoup de ressources, faible population par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, mais en ayant énormément d'innovation, on va pouvoir dominer, parce que vous avez bien compris que c'est une histoire de domination. La noopolitique, c'est l'interaction du savoir et du pouvoir. Donc le but, c'est d'avoir du pouvoir. Évidemment, le pouvoir, il y en a deux formes, et on va y revenir. Il y a le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Mais bon, en général, ce que les gens recherchent, c'est le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur soi, il n'y a que Diogène qui le recherche, quoi. Il y en a un tous les 1000 ans. Mais bon, les pays, c'est pareil. Les pays qui cherchent le pouvoir sur eux-mêmes, il y en a très peu. La plupart cherchent le pouvoir sur les autres. Mais donc, le programme spatial, par exemple, en effet, vous vous rappelez d'Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, mais en fait, cette forme, c'est parce que Hergé avait vu les V2. Et le format en damier, c'est parce que c'est comme ça que les V2 étaient peints, pour vérifier qu'ils ne partent pas en vrille. Donc quand on les lançait, s'il y avait un différentiel entre les moteurs de fusée, eh bien ça pouvait le faire vriller, tourner. Et la seule façon de le voir à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur avec un écran pour voir les degrés et tout, donc c'était de voir que d'un coup, il n'y avait plus le damier. C'est pour ça qu'on les peignait en damier pour de vrai. Hergé a repris ça, il n'a pas mis un damier noir et blanc parce que ça aurait fait arme, et que les Belges se rappelaient de tirs de V2, parce qu'il y avait des bases de V2 en Normandie et en Belgique. Mais cette idée, c'est les Allemands qui l'ont eu. Et pourquoi ils l'ont eu? Parce que le traité de Versailles leur interdisait d'avoir de l'artillerie. Donc quand nous, on a forcé les Allemands à signer le traité de Versailles en 1919, parmi les contraintes qu'on leur a mises, c'était l'interdiction d'avoir une certaine quantité d'artillerie. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné. Et ils ont développé le V2 qui était bien, bien pire. Et puis, vous aviez ce monsieur. On a des physiciens dans la salle, on a des fans d'histoire des sciences. C'est qui ce monsieur? Ouais, j'allais dire « say my name ». C'est le bon Heisenberg. En histoire de la physique, donc lui, c'est Werner Heisenberg. C'est un immense physicien. C'est du niveau d'Einstein. C'est un chercheur remarquable. C'est lui qui a prouvé le principe d'incertitude d'Heisenberg, les philosophes débattent du principe d'incertitude d'Heisenberg. Il a été vilifié parce que c'était aussi le chef du programme nucléaire nazi. Donc, a priori, sur un CV, c'est pas bon, quoi. Mais en fait, avec le recul, on commence à avoir de plus en plus de preuves qui s'accumulent et les historiens commencent à débattre de plus en plus pour démontrer que Werner Heisenberg aurait freiné, voire même saboté le programme nucléaire nazi de l'intérieur. Notamment en essayant de convaincre ses collègues que si jamais une bombe atomique explosait sur Terre, la réaction en chaîne ne s'arrêterait jamais et que toute la Terre exploserait, en fait. Et on a des traces de ce que certains chercheurs nazis pensaient ça. Et ces traces semblent remonter, je ne suis pas historien du dossier, j'ai juste consulté ce que certains historiens ont produit, les traces semblent remonter à Werner Heisenberg qui était parfaitement conscient du fait que ce n'était pas vrai et qu'une réaction en chaîne allait s'arrêter, mais il aurait saboté le programme nucléaire nazi de l'intérieur. Cela dit, dans le film, enfin le roman The Man in the High Castle et dans la série, on dit pas une bombe atomique, on dit un engin d'Heisenberg. Parce qu'en fait, si on suit cette théorie de ces historiens, qui ne sont pas du tout borderline, qui sont des historiens tout à fait admis, eh bien, si Heisenberg n'avait pas été si gentil, peut-être que les Allemands auraient découvert la bombe atomique avant les Américains, et effectivement, la face du monde en aurait été changée. Mais parmi les connaissances qui peuvent changer la face du monde, vous avez celle-là, déjà. L'île Sakhaline, donc au nord de Vladivostok, donc au nord du Japon, elle a d'énormes gisements de pétrole. Et quand je dis énorme, c'est 5 fois l'Indonésie. Et l'Indonésie, elle est riche grâce au pétrole. Les tours jumelles de Kuala Lumpur, vous vous rappelez, le film Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, c'est important d'avoir des références. Eh bien, ça vous montre la richesse de l'Indonésie. Et cette richesse, c'est avec 1/5 de ce qu'il y a là-bas. Eh bien, on ne savait pas ça du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi les Japonais ont attaqué Pearl Harbor? Sachant que n'importe quel stratège savait que si les États-Unis décidaient
de continuer la guerre, c'était perdu. Entre le Japon, le nombre d'habitants du Japon, les ressources du Japon et l'industrie américaine, la seule façon pour les Japonais de gagner, c'était que les États-Unis disent « no mas ». Et donc, la seule façon de gagner pour eux, c'était de ne pas dire « no mas ». Et après Pearl Harbor, c'était facile politiquement de justifier au peuple américain de continuer. Bon. Mais pourquoi les Japonais ont attaqué Pearl Harbor? Parce que les Japonais avaient besoin de pétrole. Les Américains leur ont mis un embargo sur le pétrole. Et les Japonais avaient quelque chose comme 8-9 mois de pétrole. Pour un pays en guerre, hein. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas 39-45, hein. C'est 33-45. Elle commence en Chine. Pour les Chinois, quand les Japonais débarquent, qui tuent 7 millions d'habitants, qui font des expériences sur les enfants, qui jettent des bébés sur les baïonnettes, pour de vrai, désolé, il y a des enfants dans la salle, mais c'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle une guerre, hein. Donc, la guerre, elle commence bien avant l'Europe. C'est notre vision européocentrée qui nous dit que la guerre, c'est 39-45. Pour les Espagnols, bon, alors l'Espagne a été neutre, mais c'est 36. Pour les Japonais, pour les Chinois, c'est 33, clairement. Eh bien, les Japonais sont en guerre, ils n'ont plus de pétrole. Les Américains leur en ont livré pendant la guerre en Chine, hein, mais ensuite, ils disent stop. Et là, les Japonais ont besoin de pétrole. Où est-ce qu'ils vont en trouver? En Indonésie, justement. Là, on savait déjà qu'il y en avait. Mais sur le chemin entre le Japon et l'Indonésie, vous avez les Philippines. Et les Philippines, à l'époque, c'est carrément une colonie américaine. Ce n'est pas un allié, c'est une colonie. Et donc, les Japonais sont parfaitement conscients du fait que s'ils veulent s'emparer du pétrole indonésien, il va falloir taper dans les Philippines. Et taper dans les Philippines, c'est taper dans l'oncle Sam. Alors, ils se disent, autant détruire la flotte américaine dès que possible. Et ça va donner Pearl Harbor. Mais si les Japonais avaient su, parce qu'il y avait un autre plan, l'autre plan, c'était d'envahir la Russie. On savait qu'il y avait du pétrole en Russie. Si les Japonais avaient su qu'il y avait autant de pétrole sur l'île Sakhalin, alors il aurait fallu aussi qu'ils aient la bonne technologie pour le sortir. C'était limite, mais c'était jouable. Eh bien, ils n'auraient pas attaqué Pearl Harbor. Ça veut dire que si cette connaissance avait existé à l'époque des Japonais, peut-être on aurait perdu la guerre, pour simplifier. Parce que quand même, sans l'entrée des Américains, parce que vous allez me dire, oui, bon, c'est les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est exact. Mais économiquement, c'est énormément les Américains. En 41-42, sans les jerrycans américains, les camions américains, les tanks américains aussi, et même le cornet beef américain, pour être tout à fait prosaïque, en fait, la Russie s'effondrait. Donc c'est le sang russe, mais c'est aussi la logistique et la puissance industrielle américaine qui a permis de gagner la deuxième, en tout cas qui a permis de ne pas la perdre de 41 à 42. Et là, si les Japonais avaient attaqué la Russie en même temps que Stalingrad, Staline n'aurait pas pu rapatrier 20 divisions, 20 c'est beaucoup, hein, c'est à peu près 5000 personnes, entre 5000 et 10 000 personnes une division, n'aurait pas pu rapatrier 20 divisions vers Stalingrad et gagner la bataille de Stalingrad. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, là, vous voyez en quoi la connaissance peut complètement changer le cours de l'histoire. Ce qui paraissait déjà évident avec l'industrialisation, etc. Mais juste cette information, il y a du pétrole en Russie, et il y en a 5 fois plus qu'en Indonésie, 5 fois plus. Du coup, pourquoi on s'emmerde à rentrer en guerre avec les Américains, alors qu'on peut rentrer en guerre avec les Russes qui sont déjà saignés à blanc? En 41, les Russes, ils sont pas bien. Non, ça s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, vous avez des plateformes pétrolières, évidemment, de très, très haut niveau technologique à Sakhalin. Celle-là a été construite par Shell, mais a été reprise par les Russes depuis. Et si on veut aller plus loin, vous avez un monsieur que j'aime beaucoup et qui décrit la Russie en géopolitique comme une entreprise de colonisation de la Sibérie de 1000 ans. Les Américains, ils ont colonisé leur continent en 150 ans. Entre le moment où ils se sont dit on va jusqu'au Pacifique et le moment où ils l'ont fait en 150 ans. Je ne dis pas que c'est bien, hein, les Indiens sont là pour en témoigner, mais ça leur a pris 150 ans. Les Russes, bon, la frontière, elle est jusqu'au Pacifique, donc oui, politiquement, ils ont réussi. Mais la Sibérie, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas rien. Ça serait tout à fait possible d'avoir beaucoup de villes en Sibérie. Vous avez par exemple Novosibirsk. Novosibirsk, qui littéralement veut dire la nouvelle sibérienne, la nouvelle ville de Sibérie. Novosibirsk, à l'époque, quand elle a atteint le million d'habitants, c'était la ville dans l'histoire de l'humanité qui a atteint le million d'habitants le plus vite. Dans l'histoire de l'humanité, entre sa fondation, en 1890 et quelques, et le moment où elle passe à 1 million d'habitants, c'est le record mondial. C'était une sorte de ruée vers l'or, Novosibirsk, uniquement pour le transsibérien. Uniquement comme arrêt sur les voies de chemin de fer qui allaient relier Vladivostok à Moscou.
Et donc Novosibirsk, aujourd'hui, c'est une très grande ville. Ce n'est pas un village en Sibérie. Et il s'y passe des choses. Alors, cette photo est un trucage, mais l'événement a vraiment eu lieu. Il y a vraiment un pilote qui a fait, avec un avion à réaction, qui a passé le mur du son sous un pont. Il n'y avait personne pour le photographier, c'était interdit. Donc quelqu'un a fait un montage ensuite. Mais voilà, Novosibirsk, c'était une ville un peu rock'n'roll. Et en été, bah oui, on peut se baigner, hein. Il fait même très très chaud en Sibérie en été. Donc, voilà. Mais fondamentalement, la Russie aujourd'hui, elle est en récession démographique, elle n'a pas assez d'habitants, elle a un nombre d'enfants par femme qui est inférieur à 2. Et donc, cet énorme territoire n'est pas du tout peuplé, en fait. Et c'est ce qui fait que la Russie n'est pas une hyperpuissance dans le sens géographique, c'est avoir une très grande population éduquée, un très grand territoire maîtrisé. Mais imaginons quelques technologies. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de s'installer en Sibérie ? Il fait moins 40. Ça dissuade, quand même. Mais bon, si on pouvait avoir des vêtements très simples, une couche ou deux, qui vous permettent de survivre à du moins 40 sans problème, peut-être que plus de gens, peut-être qu'on verrait encore plus de Novosibirsk demain, et que ces territoires seraient davantage occupés. Vous avez deux technologies. Vous savez que le biomimétisme, c'est aussi une de mes grandes passions, et quand on s'inspire du vivant, des fois on innove. Ça, c'est un poil d'ours blanc. Les poils d'ours blanc sont creux. C'est ce qui les protège, en fait. Ils ont du double vitrage. Donc le poil est creux, et ça garde l'air au chaud à l'intérieur. Et les poils sont transparents. Ah oui, on croit que l'ours, il est blanc. En fait, il n'est pas blanc du tout. Il est transparent. Ses poils sont transparents. Ça fait fibre optique. Ça canalise le soleil vers sa peau pour le réchauffer. Donc d'un côté, vous avez des poils qui vous isolent, mais de l'autre, ils envoient le soleil directement sur votre peau par un effet de fibre optique. Demain, si on savait faire de la fourrure d'ours blanc synthétique, on pourrait littéralement porter un polo que je porte et tenir sur du -20. Alors, il faudrait se couvrir le visage aussi, mais bon, on pourrait faire ça. Avec un truc qui ferait 2 fois ou 3 fois max la couche de ce polo, on pourrait survivre à -20 sans problème, et même être à l'aise. Ça, vous imaginez bien que ça pourrait changer la relation que le peuple russe peut avoir à la Sibérie. Et là, je vous ai mis, autre technologie à l'étude, le duvet de Manchot-Empereur. Voilà, ça, c'est du duvet de Manchot-Empereur. Bon, le Manchot-Empereur, c'est une gamme au-dessus, c'est -80. Donc voilà, là, on rigole plus. Et pourtant, il a des pattes qui sont en contact avec la glace. Et les pattes ne gèlent pas, l'œuf ne gèle pas aussi. C'est un truc de fou, le Manchot-Empereur. Et le Manchot-Empereur boit de l'eau salée aussi. C'est complètement dingue. Le Manchot-Empereur, il ne boit que de l'eau salée. Il ne boit pas de la glace. Non, ça le gèlerait. Il ne va pas s'emmerder à avoir un duvet comme ça si c'est pour faire rentrer de l'eau très froide, de la glace à -70 dans son corps. Donc le Manchot-Empereur est capable de dessaler l'eau de mer avec des glandes qui excrètent le sel autour de ses yeux. Et ces glandes, aujourd'hui, en biologie, sont connues comme le système de dessalement d'eau de mer le plus performant du monde. Si on devait demain faire des usines de dessalement d'eau de mer en grande quantité, il faudrait copier les glandes périorbitales du Manchot-Empereur. Vous voyez, comme un petit détail comme ça pourrait changer la face du monde aussi, mais on va y revenir. Alors les Russes, question de politique, ils ne déconnaient pas quand même. Hein, parce que l'URSS, c'est quand même le pays qui est passé de abolition du servage à mettre un homme dans l'espace, mine de rien. Alors ça a coûté un certain nombre de millions de morts, il faut être très clair, mais le prestige de l'URSS, c'était ça. C'était, on est le pays qui est passé de l'abolition du servage, quasiment, le servage avait été aboli avant, mais bon, on est passé on venait d'abolir, mon père se rappelait du servage à mon fils est cosmonaute. Bon. Et donc, évidemment, la technologie, c'était très respecté en URSS. Par exemple, ils avaient développé cette techno qui s'appelle l'écranoplane. L'écranoplane, on les appelait aussi les monstres de la mer Caspienne. C'était des avions à effet de sol, ça veut dire que ça flotte, ça lévite, en fait. La forte pression entre l'air et le sol ou l'air et la mer fait que l'avion peut se tenir à 5 ou 6 mètres au-dessus de la surface et peut faire du 600 km/h. Donc ça vous permettait de déployer des tanks, etc. Ça, c'est une vraie photo, hein. C'est pas de l'image de synthèse. Et ils en ont déployé, et à l'époque, la CIA en faisait des cauchemars de ces trucs-là. Puis au final, ça n'a servi à rien. Et puis, la fameuse technologie furtive des Américains, en fait, c'est un Russe qui l'a découverte. C'est juste que dans la bureaucratie, personne ne s'intéressait à ses travaux. Mais c'était ce monsieur qui s'appelait Oufimtsev. Et Oufimtsev, c'était un génie. Et ses travaux ont été traduits en anglais.
Donc là, vous voyez une traduction publique de ces travaux, Monsieur Oufimtsev ici, méthode de diffraction, théorie de la diffraction, et méthode pour contrôler la réflexion donc des ondes radar depuis une surface. Il avait parfaitement compris que le but, ce serait de faire un avion furtif. Et évidemment, ces travaux sont partis aux États-Unis et ont donné cet avion, qui est l'ancêtre du F-35, dont on va reparler aussi. Il a des formes très anguleuses. C'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire en physique, c'est parce que les ordinateurs de l'époque ne pouvaient pas calculer des courbes. Pour faire de la réfraction sur des courbes, les ordinateurs de l'époque n'étaient pas assez puissants. Donc à la fin, la solution qu'ils ont trouvée, c'était de faire un avion tout anguleux comme ça. Mais à une époque, cet avion-là, vous vous rappelez, la guerre de Yougoslavie, etc., c'était le représentant de la supériorité technologique américaine. En fait, la technologie était russe. Et donc là, vous voyez en russe écrit « La science, c'est le pouvoir », la fameuse phrase de Bacon, qu'on doit aussi à Thomas Hobbes, « Scientia potentia est », la science, c'est le pouvoir. C'était quelque chose qui était martelé dans les écoles russes. Donc c'était soviétique, pas que russe, Kazakhstan, etc. Parce que c'était parfaitement compris en URSS que la science était ce qui pouvait donner une supériorité dans la guerre froide. D'ailleurs, l'affaire Farewell, donc Vladimir Vetrov, colonel du KGB, qui est en charge des programmes d'espionnage technologique et de la coordination des programmes d'espionnage technologique russes, décide de faire défection vers la France. Alors, il ne fait pas défection tout de suite, il trahit d'abord. Il est blasé par sa hiérarchie, il est frustré, et il décide donc de prendre contact avec des membres de l'ambassade de France. Et il va montrer à Mitterrand, qui va le transmettre à Ronald Reagan. Mitterrand, à l'époque, est dans une situation politique un peu délicate. Avec le programme commun de la gauche, il a pris des communistes au gouvernement. Les Américains sont pas très contents de ça, vous imaginez bien, surtout sous Reagan. Et du coup, Mitterrand, pour arrondir les angles, va dire « Bon, moi, je vous amène une taupe russe. » Et cette taupe russe va révéler aux Américains à quel point les Russes avaient aussi un programme de ponction des technologies américaines à très, très, très grande échelle. Et en fait, c'était, de ce que disent les livres d'histoire, le plus grand programme d'espionnage technologique de l'histoire humaine. Et Vladimir Vetrov, comme vous le savez, est décédé en Union soviétique parce que nous, Français, n'avons pas pu l'exfiltrer et ne l'avons pas protégé à sa juste valeur. Donc, cela dit, l'innovation, dans toutes les, mais en particulier dans la guerre froide, parce que la guerre froide, c'est l'origine de l'intelligence artificielle aussi. Il faut se rappeler que l'intelligence artificielle est développée au départ pour permettre d'avoir des armes autonomes pendant la guerre froide. Et par arme autonome, il faut entendre bombe atomique autonome. L'intelligence artificielle est développée dans le scénario où vous avez eu une frappe sur Washington et qu'il n'y a personne qui a l'autorité de déclencher la riposte nucléaire. Donc l'IA, d'ailleurs, si vous avez vu le film Dr. Folamour, ça parle de ça. L'IA est développée au départ avec de grands noms comme Norbert Wiener, John von Neumann, etc., pour trouver une solution à ce qu'un ordinateur puisse ordonner une riposte nucléaire tout seul, avec tous les problèmes que ça peut représenter, vous imaginez. Et donc, dans la guerre froide, ces questions-là ont été évoquées, et d'ailleurs, on pense que les Russes ont ce qu'on appelle un dispositif de main morte. Un dispositif de main morte, c'est une bombe avec des éléments radioactifs qui ont une demi-vie de 90 ans, comme le cobalt et le thorium, qui explose si jamais on vous attaque. Et qui explose dans la haute atmosphère. Ce qui signifie que vous avez... alors, on estime en physique nucléaire, on estime qu'il faut 5 demi-vies. Donc la demi-vie, c'est le temps de division par 2. C'est comme quand vous faites les courses. Votre frigo, il a une demi-vie. Vous dites, non, j'ai fait les courses hier, il est à moitié vide, c'est normal. Le frigo, il se vide par moitié, en fait. Quand vous voyez qu'il est plein, vous tapez dedans comme un gros porc. Ensuite, vous voyez qu'il est moitié vide, vous êtes plus modéré. Et le frigo, je déconne même pas, c'est prouvé en sciences de la consommation, le frigo a une demi-vie. Bon. Eh ben, la demi-vie nucléaire, c'est la même chose. Vous avez une matière radioactive, et tous les 90 ans, si sa demi-vie est de 90 ans, tous les 90 ans, il y en a la moitié qui part. Mais en physique nucléaire, on estime qu'il en faut 5. Donc il vous faut plus de 400 ans, 460 ans même précisément, pour pouvoir épuiser tout le combustible. Donc si vous avez un dispositif de main morte qui a fait exploser dans la haute atmosphère du cobalt-thorium, eh bien, il va vous falloir 460 ans avant que le combustible nucléaire soit épuisé. Donc ça, c'était un dispositif qui était prévu pour que personne n'ait envie de vous attaquer. Ça existe encore. D'après les experts, ça existe encore. Ça, c'est l'Université d'État de Moscou. Et donc, c'est de l'architecture stalinienne, typique. Bon, c'est pas Staline qui l'a inventé, quoi, mais c'était de sa période. Et donc, c'est devenu une architecture emblématique de l'URSS. Vous la trouvez aussi en Pologne, en Ukraine, etc. Mais ça représente en fait le phare d'Alexandrie.
Voilà, l'influence architecturale, c'est le phare d'Alexandrie. Donc l'idée est posée. Un phare et puis aussi une bibliothèque. À côté, vous avez la bibliothèque d'Alexandrie. Donc vraiment, la néopolitique soviétique, elle était sérieuse. Et en matière d'armes, aujourd'hui, l'héritage, ça a laissé des armes de destruction massive toujours plus impressionnantes. Par exemple, le fameux programme Poséidon qui existe pour de vrai. Poséidon, ce sont des torpilles, actuellement, détenues par la Russie, torpilles nucléaires enrobées de cobalt, thorium, justement, et qui sont destinées à pouvoir croiser dans n'importe quelle eau, n'importe où, en étant indétectables. Il n'y a même pas d'équipage. Que la limite d'un sous-marin, c'est l'équipage. La limite d'un sous-marin, c'est l'oxygène, la nourriture, etc. Là, il n'y a pas d'équipage, c'est une torpille qui est un drone. Et si jamais vous faites chier, ils la font exploser devant une de vos villes, portuaire évidemment, et c'est pas dans la haute atmosphère, mais toute la zone, c'est terminé pour 460 ans. Donc évidemment, toujours le problème quand on fait régner le pouvoir sur le savoir. Parce que vous aurez compris que la néopolitique, son grand dilemme, c'est que c'est l'interaction du pouvoir et du savoir, mais la grande question, c'est de savoir qui règne sur qui. Est-ce que c'est le savoir qui règne sur le pouvoir? Non, jamais. C'est le pouvoir qui règne sur le savoir. Et donc on peut comme ça orienter les meilleurs esprits de notre temps sur telle ou telle technologie. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Eisenhower. Eisenhower avait dit « la guerre, c'est la mobilisation des meilleurs esprits de notre temps ». Et c'est vrai. Mais les meilleurs esprits de toutes les époques ont toujours fait des armes. Prenez Archimède, il faisait des armes. Léonard de Vinci, il faisait des armes. Quand Léonard de Vinci se présente à Ludovico Sforza à Milan, il se présente comme ingénieur d'armement. Et c'est comme ça qu'il écrit. Il dit « Bonjour, moi je sais bien, si je vous propose de faire une sculpture ou une peinture ou une mise en scène théâtrale, Léonard de Vinci était un très bon metteur en scène, vous allez vous en foutre. Alors que faire des chars, faire des canons, ça vous intéresse. » Donc Léonard, après avoir essuyé un échec, il avait proposé de construire un pont à Constantinople aussi, enfin Istanbul depuis, et il n'avait pas été pris au sérieux. Il va voir Ludovico Sforza, il lui dit « Je fais des armes ». Tesla faisait des armes, Einstein faisait des armes, puisque c'est Einstein qui a lancé le programme nucléaire américain. Nobel faisait des armes. Les meilleurs esprits de tous les temps font des armes. La guerre, c'est une sorte de taxe sur l'intelligence humaine, qui vous prend les meilleurs esprits de votre temps, et hop, toi, tu vas passer minimum 30% de ton temps à faire des armes. Donc le programme Poséidon, vous voyez, ça a une certaine taille quand même. Et enfin, je dis programme, c'est livré, c'est pas en cours, c'est un truc qui est livré, qui est disponible aujourd'hui dans l'armement russe. Et un autre programme qui est livré, mais seulement à moitié, c'est le T-14 Armata. Le T-14 Armata, c'est un char qui paraît normal, sauf qu'en fait, la tourelle est vide et que le but, c'est que ce char soit autonome. Le but, c'est qu'on puisse le radio-guider, en fait, directement, et qu'on puisse comme ça avoir des chars avec aucun personnel à l'intérieur, qu'on pourrait envoyer par colonne, détruire tout en phase 2. Et ça, c'est ce que j'ai appelé dans mon dernier livre la noétisation de la guerre. Vous savez, Charles de Gaulle, quand il fait l'appel du 18 juin, il parle de mécanisation. Et il a raison. C'est la mécanisation qui va permettre l'offensive de la Somme, et même les avancées de 17 et de 18. Eh bien, la mécanisation allemande, elle devient meilleure que la mécanisation française en 1939. Et c'est parce que l'Allemagne a plus de chars qui sont mieux équipés. Pensez, les tankistes français, en 1939, ils se faisaient des signes par drapeau. Il n'y avait pas de radio. Donc la radio dans un char, c'était pour le char de commandement uniquement, et c'était pour envoyer à l'état-major. C'était pas pour parler aux autres chars. Donc les chars se faisaient des signes par drapeau en 1939. Pas les Allemands. Eux, ils avaient des radios dans tous leurs chars. Donc cette mécanisation, vous savez que les taxis de la Marne, alors les taxis de la Marne, c'est un peu anecdotique, c'est pas vraiment ça qu'a sauvé, mais ça a été un symbole fort. On envoie 5000 hommes avec des taxis, c'est de la mécanisation. Ces 5000 hommes, on va pouvoir les redéployer plus rapidement grâce à des taxis qu'on a réquisitionnés à Paris. Eh bien, la mécanisation, ça aurait dû nous servir de leçon, puisqu'en 1939, c'est parce que les Allemands étaient mieux mécanisés que la France a perdu. Eh bien, aujourd'hui, on a la noétisation. La noétisation, c'est combien d'intelligence artificielle vous avez à côté de vous. Et avec beaucoup d'intelligence artificielle, un seul soldat peut faire énormément de dégâts. Énormément. Vous savez, quand on veut désarmer quelqu'un, on lui dit main en l'air. Mais bon, si jamais il a une arme complètement autonome, un drone par exemple, qui peut être contrôlé par la pensée, c'est possible ça. Vous avez une interface qui traverse même pas le crâne, qui est même pas durale, c'est une interface qui mesure juste votre électroencéphalogramme et vous pouvez l'entraîner. On sait faire ça, on peut changer de chaîne à la télé comme ça par exemple. Vous pouvez entraîner quelqu'un à ce qu'avec un bandeau, ils disent au drone va à droite, va à gauche, va devant, va derrière. Non seulement on peut, mais on l'a déjà fait. Vous dites à quelqu'un main en l'air, mais il a un drone qui fait ça, ça sert à rien qu'il ait les mains en l'air, il va quand même vous tuer. Donc c'est ça un soldat noétisé en fait. Et bien la noétisation des conflits, on est en plein dedans, mais vraiment en plein dedans en ce moment. Typiquement la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine,
c'est vraiment, il y a de la néopolitique à plusieurs échelles, parce que c'est une première grande guerre des réseaux sociaux. Vous savez, la guerre d'Irak en 2003, elle était illégale, et en plus de ça, on oublie, mais les manifestations, c'était des millions de gens dans les rues, hein, à Seattle, à New York, à Paris, bien sûr, à Londres. Vous aviez eu des millions de gens dans les rues contre la guerre en Irak. Mais il n'y avait pas Facebook. Et de toute façon, bon, Facebook, évidemment, très rapidement, a eu une cooptation par le département d'État américain. D'ailleurs, c'est même pas, c'est même pas une théorie. Facebook a reçu des investissements de la CIA en amont. La CIA a un fonds d'investissement qui est officiel, qui est déclaré au Congrès, qui s'appelle InQtel. Et InQtel, c'est un fonds d'investissement dans les technologies d'avenir civiles par la CIA. Et InQtel est un des premiers investisseurs de Facebook. Voilà. Dès le début, 2005, c'est parmi les premiers investisseurs de Facebook. Ce qui signifie que non seulement ils ont accès à la technologie, mais en plus, ils ont fait beaucoup d'argent. Parce que quelqu'un qui a investi en 2005 chez Facebook, croyez-moi, il est très, très riche aujourd'hui. Et quand vous avez des financements un peu opaques, ça peut vous permettre de financer des opérations plus ou moins rocambolesques, comme on sait que la CIA en a le secret. Eh bien, en 2003, les victimes de la guerre en Irak, on ne les voit pas, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. On n'a pas TikTok, on n'a pas Instagram, on ne peut pas immédiatement, on peut occuper une ville avec plein de civils et la bombarder, et quasiment personne ne le verra. Pareil pour la Tchétchénie avant. On peut occuper Grozny et bombarder et démonter des bâtiments. Quelques journalistes en parleront, mais ça ne sera pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi la prise de Kiev a été impossible? Parce que c'est mort. Enfin, vous avez TikTok, vous avez Instagram. Le moindre opération, le moindre débordement sur un civil, le monde entier est au courant maintenant. Alors, dans certains cas, selon qui contrôle les réseaux, puisque dans le cas du Yémen, par exemple, vous avez des débordements sur les civils, on a été évidemment beaucoup plus modéré. Mais n'empêche que celui qui possède l'arme de la manifestation, eh bien, il peut vous empêcher immédiatement de faire ça. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Mais au-delà de ça, en Ukraine, vous avez le conflit le plus noétisé de l'histoire. Tout implique des drones en Ukraine aujourd'hui. Les repérages d'artillerie, par exemple, utilisent des drones. Là, ce que vous voyez, ça s'appelle un drone Switchblade. Donc, Switchblade, ça veut dire couteau à cran d'arrêt en anglais américain, précisément. Et c'est parce qu'il se lance depuis un mortier, comme ça, vous voyez, comme une munition. Et en fait, il déploie ses ailes ensuite, et après, il part. Ça, c'est la noétisation du champ de bataille. Vous avez un soldat qui est entouré de petits chiens de berger électroniques qui sont capables de mordre très fort et qui peuvent complètement orienter le sens d'une bataille. Et ces drones, l'artillerie britannique s'en sert depuis 10 ans. Alors, ce n'est pas ce modèle-là, elle en a un autre, pour faire des repérages d'artillerie. Pour orienter où vont tomber les munitions d'artillerie, c'est ça qu'ils utilisent. Et les canons qui ont été livrés par la France en Ukraine sont aujourd'hui repérés aussi par des drones. Ce qui fait que les Russes, en réaction bien sûr, ont développé parmi les meilleurs systèmes de brouillage au monde. Et du coup, en face, vous avez une guerre classique avec mesure contre mesure, et en face, on développe des techniques pour résister au brouillage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça peut être aussi simple que ça, hein. Un petit drone qui vous permet d'aller espionner, d'aller regarder, voire d'assassiner. Ça peut assassiner. Vous mettez dedans une balle, donc c'est des balles qui ont été découvertes, enfin qui ont été déclassifiées pendant la commission de Church en 1975, le sénateur Church en 1975, au Sénat américain, déclassifie un programme de la CIA pour des pistolets à crise cardiaque. Donc, ce sont des pistolets qui contiennent des toxines de coquillage, comme la muconotoxine par exemple, et qui envoient donc une toxine congelée à distance. Et donc ce sont des petites billes de glace. Et cette glace est renforcée avec de la sueur, parce que quand vous mélangez de la glace et de la sueur, ça fait un truc presque aussi dur que du béton. Ça s'appelle du Pykrete. Ça a vraiment existé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill voulait faire un porte-avions avec, d'ailleurs. C'était un programme autour de l'Islande. Il voulait faire un porte-avions en Pykrete. Quand vous mélangez glace et sueur, vous faites un truc qui est aussi résistant que du béton et qui arrête les balles. Là, vous aviez, c'est pas vous auriez eu, ça a existé, une petite balle avec une toxine, avec de la glace et de la sueur. Boum, vous envoyez ça sur quelqu'un, il y a juste un point rouge. Après, ça fond. Un médecin légiste, il verra de la sueur, il ne va rien comprendre. Il va se dire, bon, c'est le type, il s'est gratté, point, terminé. Bon. Eh bien, vous pouvez équiper des drones de ça, sans aucun problème. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Herald Tribune, à l'époque où il s'appelait encore le Herald Tribune. Donc, on a une noétisation du conflit, des conflits, où un fantassin se retrouve entouré de munitions intelligentes. Enfin, intelligentes, ça reste aussi à discuter, hein, parce qu'il y aura évidemment des victimes collatérales, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une pétition aujourd'hui contre les armes autonomes. Et je pense que cette pétition n'a pas été assez médiatisée, parce que vous allez me dire, oui, mais ça y est, les pays le font déjà. Les pays font déjà des robots qui peuvent tuer. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils le font déjà qu'il ne faut pas fixer un cadre légal, même si ce cadre légal va être enfreint.
Même si le cadre légal est enfreint, au moins un avocat il peut plaider qu'il y a eu infraction. Vous comprenez ? Donc il y a beaucoup de cyniques qui disent non mais ça ne sert à rien de faire des lois parce que tout le monde va les violer. Mais en fait non, il faut les faire quand même pour que des avocats puissent plus tard plaider qu'il y a eu une loi violée justement. Et donc c'est important de signer les pétitions contre les robots tueurs et contre les armes autonomes. Donc en fait ces notions-là, elles datent aussi de la guerre froide. Les Anglais avaient des drones dès la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est le V2 ? C'était une munition intelligente, avec un point de repère, un gyroscope, il n'y avait pas de GPS, mais ça pouvait se repérer. Les Anglais avaient développé des missiles comparables. Et puis quand vous regardez James Bond, vous savez que James Bond, ça a été écrit par un vrai agent secret. Ian Fleming était vraiment agent secret. Et en particulier, il y a un James Bond qui est très très cheesy, qui s'appelle « On ne vit que deux fois », avec une très bonne bande-son d'ailleurs, qui a été écrit par Roald Dahl. Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, c'était un espion aussi. Roald Dahl, il a été espion au Canada et son but était d'encourager les Américains, les riches hommes d'affaires américains à rentrer dans la guerre en 1939 et en 1940. Et Roald Dahl a quitté son job parce que les femmes des riches industriels américains lui sautaient dessus. Il le dit dans ses mémoires. Il dit « J'en ai marre que toutes ces riches femmes d'industriels américains me sautent dessus, donc je veux rentrer, être tranquille et écrire des bouquins pour enfants. » Ce qu'il fit. Et dans « On ne vit que deux fois », donc, dont le scénario a été écrit par Roald Dahl, vous avez des armes qui ont vraiment existé, les gyrojets. Bon, c'était de la merde, honnêtement. Ça n'a pas marché, c'était nul. Mais c'était déjà des munitions fusées. Donc c'était un pistolet sans recul qui pouvait vous arracher la tête ensuite parce que c'était une petite roquette en fait. Donc là derrière vous voyez les trous et puis ça partait comme ça. Mais bon, au début on pouvait l'éviter du coup parce que ça partait assez lentement. Après ça filait vite, mais quelqu'un pouvait détourner la tête et l'éviter. Et puis ça avait plein d'autres problèmes évidemment, à commencer par le prix des munitions. Mais c'était en 1960, il y a 60 ans. Et donc aujourd'hui, avec cette technologie, on sait faire beaucoup mieux. On sait mettre maintenant des microprocesseurs, faire des balles intelligentes. Et d'ailleurs, la DARPA, l'organe de recherche et développement du Pentagone, qui a inventé Internet, l'ARPANET, ça a été inventé par la DARPA, eh bien, la DARPA a dit qu'elle savait faire des munitions intelligentes qui peuvent tracer quelqu'un. Si vous avez vu le 5e élément, à un moment donné, il montre une arme, il dit, voilà, vous verrouillez ici, et ensuite, même si vous tirez là-bas, la balle, elle part là-bas. La DARPA ne sait pas faire un angle à 180 degrés comme ça, mais elle sait faire du 30-40 degrés, puis en fait, c'est classifié. C'est ce que disent les journalistes, peut-être qu'ils savent faire plus. Donc évidemment, on reste dans le même problème général qui est que, comme disait Isaac Asimov, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Et oui, à force de produire des armes et de ne pas améliorer notre niveau de diplomatie, de résolution de conflits, d'intégration de ce qu'on veut, à un moment donné, ça va nous péter à la tronche, on le sait. Bon. Mais pour l'instant, on a atteint des sommets de raffinement dans l'innovation militaire, mais pas forcément dans les méthodes de désescalade de conflits, et pas forcément dans les méthodes de résolution ou de transcendance des conflits. Et pourtant, c'est des sciences aussi, hein, c'est des technologies, ça aussi, c'est pas seulement de l'art. Alors, d'un point de vue militaire, on a ce qu'on appelle la loi de Lanchester, qui régit le nombre de morts que vous avez quand deux armées se rencontrent. Voilà. Donc au départ, on avait la loi de Lanchester linéaire. Parce que c'est quoi quand deux armées se rencontrent au départ ? C'est des mecs avec un petit bout de bois pointu qui vont se mettre des coups dans le bide. Bon. Du coup, vous avez une ligne, et c'est cette ligne sur laquelle il y a des morts, normalement, hein, quand la bataille se déroule normalement. Donc, on parle de loi de Lanchester linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une équation au carré. Alors, une équation au carré, vous savez, ça fait mal très vite. Hein. Par exemple, la distance de freinage, c'est une équation au carré. On apprend ça quand on passe le code. Hein. Si vous êtes à 130, il va vous falloir beaucoup plus de longueur pour freiner que si vous êtes à 100. Hein. Ce n'est pas 30% de plus qu'il va vous falloir. Parce que la distance de freinage pour une voiture, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc, quand vous freinez, vous dissipez l'énergie cinétique du véhicule. Et l'énergie cinétique du véhicule, elle évolue en fonction du carré de la vitesse. C'est pour ça que quand on va à 130 km/h, il faut une distance de freinage beaucoup plus grande que 30% de plus que la distance de freinage de 100 km/h. Parce que c'est au carré. Bon. Dans une guerre normale, avec des petits bouts de bois pointus, c'est pas au carré. C'est linéaire. La quantité de morts, c'est une fonction du nombre de personnes sur le champ de bataille, sauf s'il y a une embuscade. S'il y a une embuscade, là, tout le monde vous tombe dessus partout. Donc, les morts dans le temps vont aller très, très vite. En fait. Les victimes vont aller très, très vite. Mais dans une guerre classique, Alexandre le Grand, quoi, bon, vous avez une ligne, et sur cette ligne, il y a des morts.
Oui, sauf que maintenant, depuis le 19e siècle, on est dans la loi de Lanchester quadratique. Ça veut dire que maintenant, les morts, c'est en fonction du carré du nombre de personnes sur le champ de bataille. Alors ça veut dire qu'on a la double peine. On a beaucoup plus de gens sur les champs de bataille. La Première Guerre mondiale, ça rigole plus, quoi. Napoléon, c'était 300 000 personnes sur le champ de bataille. Là, ou 300, 400 000. Bon, la Première Guerre mondiale, c'est des coups de 2 millions, quoi. Et en plus, le nombre de morts, parce que nos armes sont capables d'aller beaucoup plus loin, parce que la portée est plus grande, qu'on a de l'artillerie, etc., on ne fait plus des morts juste sur une petite ligne, on fait des morts en profondeur. Et du coup, les victimes, c'est ce qu'on appelle la loi de Lanchester quadratique. Évidemment, l'idée, c'est que si on part avec des drones, on va peut-être passer au cube, en fait. Et donc, les guerres vont être encore plus dévastatrices. Et cette notion, elle était aussi parfaitement comprise par les soviétiques. Là, je vous présente un de mes héros. Ce monsieur, je suis un grand fan de lui. C'est le maréchal Konstantin Rokossovski. C'est un des plus grands généraux de tous les temps. Alors, pour vous donner un peu son histoire, il se bat sur le front. Vous savez, les Russes avaient des engagements avec les Japonais. Ils se sont battus contre les Japonais. Ils les ont bien battus d'ailleurs en 1938 et en 1937. Et puis, on l'a accusé parce qu'il a négocié une trêve avec les Japonais. On l'a accusé de trahison. En gros, il y a des gens qui voulaient sa place, qui ont dit « Ouh là, je l'ai vu, j'ai des photos de lui, j'ai des témoins. » Il a discuté avec les Japonais. Du coup, Staline l'a balancé au goulag où on lui a fait arracher les ongles. Et il a eu 3 exécutions, 3 fausses exécutions. Ouais, ça forge le caractère. On vous réveille à 4 heures du mat, on vous met des coups de crosse dans le bide, on vous bande les yeux, et puis ensuite vous voyez que vous êtes encore en vie, et vous méditez sur le caractère extra-balle de cette journée supplémentaire. Lui, il a pu méditer 3 fois comme ça. Et du coup, ça a fait ce qu'on appellerait, je pense, techniquement un tough motherfucker, parce que lui, il a anéanti 28 divisions allemandes. 28. Pour vous donner une idée, les Romains n'ont jamais pu occuper l'Allemagne. Voilà. Il y a eu une bataille qui s'appelle la bataille de Teutobourg, et à la bataille de Teutobourg, les Romains ont perdu 3 légions d'un coup. Et en fait, ça a mis Auguste en dépression. Auguste, c'est le plus grand empereur de l'histoire romaine, hein. Auguste, c'est le neveu de César, c'est le plus grand empereur de Rome. Il a fait une dépression nerveuse parce qu'il a perdu 3 légions. Bon. Une légion, c'est à peu près une division, voire même la moitié selon la taille de la division. Bon, Konstantin Rokossovski, il en a cramé 28. Il en a cramé 28 en 6 jours. Voilà. Donc, c'est la plus grosse défaite de l'histoire de l'Allemagne depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et comment il a fait ? Il a pratiqué ce qu'on appelle la bataille en profondeur, c'est pour ça que je vous parlais de la loi de Lanchester, etc., dont l'idée, la bataille en profondeur, c'est de buter des gens au-delà d'une ligne. Donc avec de l'artillerie, avec des partisans, et c'est mathématique, hein, c'est-à-dire le type, Rokossovski, parce que oui, Staline le fait revenir, comment il revient ? Je ne vous ai pas raconté la fin de l'histoire. Lui, il est au goulag avec les ongles arrachés, et avec les joues comme ça, et peut-être la dysenterie. Bon. Et puis les Allemands envahissent en 1941, et Staline a besoin de généraux, parce qu'en plus, il a purgé les autres. Lui, il n'a pas été fusillé parce qu'il a refusé de s'auto-incriminer. L'idée, c'était quoi ? C'était, tu parles, on te met une balle dans la tête, tu souffres pas. Mais lui, non, il était sérieux, donc il a préféré souffrir, se faire arracher les ongles, etc. Et Staline le rencontre, lui serre la main, et lui dit alors, camarade, faut mieux prendre soin de ses ongles. Et lui, il résiste à l'envie de l'étrangler, et il va se battre pour la Russie. C'est pour ça que j'ai un respect incroyable pour ce mec, parce qu'il aurait pu dire, mais allez tous vous faire foutre. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait du goulag pour venir aujourd'hui diriger. Si. Et en fait, il va diriger ce qu'on appelle des Strafbat. Les Strafbat, c'est les bataillons disciplinaires. Voilà. Donc le principe du bataillon disciplinaire, c'est quoi ? Vous prenez des prisonniers de droit commun et vous prenez des libres penseurs, genre des mecs qui avaient du Goethe dans leur bibliothèque, pour simplifier. Et vous les mélangez ensemble, vous leur donnez un fusil, ou comme vous le savez, un fusil pour 2, c'était pas une légende. Et vous les envoyez, et d'ailleurs ce que dira Zhukov qui à côté de Konstantin Rokossovski était un boucher charcutier traiteur, eh bien Zhukov disait, quand mes hommes tombent sur un champ de mine, ils font comme s'il n'était pas là. Voilà. Donc le principe du Strafbat, c'était de déminer avec les pieds. Lui, non, Konstantin Rokossovski, comme il avait été au goulag, il économisait la vie de ses hommes. C'est un des généraux maréchaux russes qui va le plus économiser la vie de ses hommes. Alors qu'on lui avait donné des bataillons disciplinaires en disant « Ah là, c'est des mecs qui sont condamnés à mort, qu'est-ce que tu t'en fous ?» Donc, raison supplémentaire de l'aimer. Donc, aujourd'hui, on fait des mèmes avec lui. Voilà, du genre, quand le haut commandement allemand demande ce qui s'est passé avec son armée. Rokossovski, the Bossovski, j'aime bien aussi. Non, 28 divisions en 6 jours, ça n'est jamais arrivé. Et pour que ça arrive à nouveau, il faut une bombe atomique maintenant. Bon.
Eh bien, ça, en fait, c'est aussi de la néopolitique, mais trash, hein, c'est la guerre. Mais c'est une mathématisation du conflit. Et c'est, en fait, Rokossovski, il a eu une phrase historique. Bon, les Russes, en 41, c'était pas le moral, hein, on est d'accord, ça allait pas, quoi. Et il a dit à tous ses officiers, écoutez, c'est très simple, l'armée allemande, c'est une machine. Et il a laissé un blanc. Ah oui, c'est une machine, on voit bien, on se fait rouler dessus depuis 2 ans. Enfin, depuis, non, 6 mois. L'armée allemande est une machine, et une machine, ça peut se casser. Donc, en fait, Rokossovski, c'est un scientifique de comment on casse la machine de guerre allemande. Et il l'a tellement bien cassé que personne ne l'a aussi bien cassé dans l'histoire. Alors, revenons un peu sur ces questions, l'innovation dans les empires. Ce que vous voyez ici, c'est une histoire vraie. L'empereur Tibère a reçu un inventeur, donc on est dans la Rome antique, dans l'Empire déjà. Il reçoit un inventeur qui vient lui dire, voilà, j'ai inventé un verre qui ne se casse pas. Donc si je fais tomber ce verre, il se cabosse et avec un marteau, je peux le remettre en place. Et Tibère lui dit, t'as parlé à quelqu'un de cette invention ? Non, empereur, pas du tout, juste à vous, évidemment. Très bien, faites-le exécuter. Parce que Tibère était convaincu que cette invention allait devenir plus précieuse que l'or et détruire l'économie romaine. Voilà, ça c'est le rapport compliqué de l'Empire romain à l'innovation. Ils ont des égaux, ils ont des thermes, ils ont des aqueducs, ils ont des machines à vapeur. Eh oui, Héron d'Alexandrie savait faire un mouvement avec... il prenait un chaudron de cuivre, et il y avait une boule avec des tuyaux en cuivre. Il allumait du feu en dessous, et le chaudron de cuivre était rempli d'eau, et la boule tournait. Alors ça n'avait pas de couple, on n'avait pas encore de roue dentée pour faire du couple, mais ça pouvait faire quelque chose. Les Romains avaient aussi des moulins à eau, beaucoup de moulins à eau. Mais bon, quand on venait présenter aux empereurs des machines, par exemple Vespasien, qui n'était pas un idiot, Vespasien c'était un empereur très très brillant, bah, il disait oui, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces esclaves, qu'est-ce que je vais faire comment je vais nourrir Rome aussi, bon. Donc les Romains ont raté des innovations. Mais en fait, tous les empires en ratent, tous. La Chine, par exemple, c'est le pays le plus innovant du monde. Ils ont inventé le papier, la boussole, le sismographe au 7e siècle. Ils avaient pareil un chaudron avec un oscillateur, et ils mesuraient les intensités de l'oscillation dans plein d'endroits différents, c'était scientifique. Ils en mettaient des copies, le même, dans plein de villes, pour vérifier les évolutions des vibrations du sol. Ils avaient inventé le gaz naturel, l'utilisation du gaz naturel, ils faisaient des bonbonnes, ils arrivaient à le compresser à 1,5 atmosphère. Bon, les pneus, je crois, c'est 6 ou 3, non, c'est 3 les pneus. Bon, la moitié d'un pneu, voilà. Donc, et puis les Chinois, ils ont inventé la fusée multi-étage. Et oui, les feux d'artifice, il y avait des compétitions pour faire des feux d'artifice qui allaient le plus haut possible. Bah, l'idée de lâcher l'étage inférieur, c'est les Chinois qui l'ont inventé, ça. En ayant inventé tout ça, ils ont raté la révolution industrielle, ça a été un pays du tiers-monde pendant 150 ans. Tous les empires ratent des innovations. Napoléon, il a raté des innovations. Par exemple, ça, c'est une gravure, j'ai pas trouvé de meilleure résolution, désolé, mais c'est un événement historique où M. Fulton a montré des bateaux à vapeur sur la Seine, à Napoléon, à l'époque où Napoléon voulait envahir l'Angleterre. Fulton, il était américain, donc l'invasion de l'Angleterre, ça ne lui posait pas plus de problèmes que ça. Et il présente ça à Napoléon, et Napoléon lui dit « Non, mais c'est pas sérieux, c'est un gadget ». Si Napoléon avait eu une marine à vapeur quand il a voulu envahir l'Angleterre, peut-être qu'il y serait parvenu. Sachant que des ingénieurs français avaient même déjà envisagé l'idée de creuser un tunnel sous la Manche. Ils avaient commencé des calculs, ils s'étaient rendu compte que ce n'était pas possible avec les technologies de l'époque, mais ça avait été envisagé, des gens avaient été payés pour faire les calculs et essayer d'envisager combien ça coûterait de faire un tunnel sous la Manche. Fulton, il avait aussi imaginé des sous-marins. Donc le type était très très en avance sur son temps, on parle du début du 19e siècle. Et bien ensuite, la marine à vapeur et puis tout ça, une petite innovation qui change le cours d'une guerre. Ça, par exemple, c'est le Merrimack. Le Merrimack, c'est le premier cuirassé de l'histoire de la marine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau que les sudistes prennent ce bateau, qui s'appelle le Merrimack, et ils le couvrent de métal. Alors, ils enlèvent les mâts et tout, et ils disent on va faire une tortue qui va se prendre des boulets de canon et qui n'aura plus besoin de mâts parce qu'elle aura une propulsion à vapeur. Et cette tortue, on va la blinder. Et en fait, ce machin, on ne pouvait pas le couler. Voilà, il y a eu une bataille parce que les nordistes avaient des espions, ils savaient que ce truc se préparait, alors ils en ont fait une copie qui s'appelait le Monitor. Et le Monitor et le Merrimack se sont rencontrés et ils se sont échangés des coups de canon pendant quelque chose comme 5 ou 6 heures sans pouvoir se couler. C'était genre George Foreman contre Ron Light, je te mets une patate, tu m'en mets une autre, et personne tombait, quoi. Donc ça a changé le cours de l'histoire parce que Jules Verne en parle abondamment, ça a lancé la marine cuirassée.
Donc, ça, c'est une gravure d'époque qui montre ce qui était envisagé par Napoléon pour l'invasion du Royaume-Uni. Donc, en bas, vous voyez le tunnel, et en haut, vous voyez des ballons, parce que Napoléon avait un corps d'aérostiers, notamment dans la campagne d'Égypte. C'était pour impressionner. C'était pour montrer, ça, la campagne d'Égypte, c'est un échec, en fait. En France, on nous la présente comme une victoire. Les Anglais, ils la présentent comme une énorme victoire britannique. La campagne d'Égypte, c'est un échec. Napoléon laisse Kléber tout seul se démerder avec l'armée. Il se fera assassiner, d'ailleurs. Et les possessions qui ont été... les conquêtes françaises n'ont pas du tout été maintenues. Et dans l'ensemble, la campagne d'Égypte est un échec. Par contre, culturellement, c'est une victoire. Le Louvre, le département d'égyptologie, Champollion, etc., plus tard. Et donc, les sciences... Napoléon s'est entouré de scientifiques spécifiquement pour pouvoir montrer justement l'intérêt de la campagne d'Égypte. Et parmi ces scientifiques, il y avait des aérostiers. Si Napoléon avait eu un corps d'aérostiers à Waterloo ou à d'autres défaites, peut-être que ça n'aurait pas été des défaites. Peut-être qu'il aurait vu que Grouchy n'arrivait pas à temps. Vous savez, Napoléon le représente toujours avec une longue vue. Bon, si vous avez un corps d'aérostier, vous voyez encore plus loin. Comme ça, des moments de l'histoire auraient pu être changés. Et ça, c'était de vrai, pareil, c'était des croquis d'avant Napoléon, ça date du Directoire, ça. Donc fin des années 1790. Vous avez des croquis pour faire des hangars à aérostats, comme le Zeppelin, en fait. Le Zeppelin, d'ailleurs, qui a cramé parce que les Américains faisaient un embargo sur l'hélium. Et l'hélium, c'est rare, hein. Nous, on gonfle des ballons avec, mais c'est stupide, parce que l'hélium, c'est rare. C'est un gaz qui est difficile à trouver. Et donc, au départ, les Allemands n'étaient pas bêtes, hein. Ils remplissaient leur Zeppelin d'hélium. Mais ils n'avaient pas d'hélium, parce que les Allemands n'ont pas de matière première en général. Et les Américains le leur ont interdit, du coup ils l'ont rempli à l'hydrogène, et il a cramé. Les ballons, ensuite, ça va être utilisé, vous savez, les fameux ballons de barrage. Là, vous voyez dans les films de guerre, de Deuxième Guerre mondiale, on voit les fameux ballons de barrage. Donc c'est des ballons comme ça, et on les voit au-dessus des plages du débarquement, mais la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne. En fait, ce n'est pas le ballon qui pose problème, c'est le fil. Le ballon de barrage, il y a 2 charges explosives. Et donc l'idée, c'est que l'avion percute le fil, et une fois qu'il percute le fil se détache du ballon, et il y a 2 bombes qui lui tombent dessus. Et c'était une technique pour protéger les villes et les plages du débarquement qui marchait assez bien. Mais donc, pour glisser vers l'idée que l'innovation militaire, quand elle passe dans le civil, ça change le monde. Parmi les innovations qui ont été pensées sous Napoléon, vous avez l'écriture en braille. L'écriture en braille, en fait, c'est Napoléon qui l'a voulu pour que ses officiers puissent lire la nuit sans torche, sans lumière. Donc, il a demandé spécifiquement à un colonel d'inventer un système d'écriture qui pourrait être lu sans aucune lumière pour ses officiers. Et ce système, ensuite, a été repris par M. Braille, qui l'a amélioré, qui l'a simplifié, parce que lui était vraiment aveugle. Et donc, ça a donné le Braille qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment pour vous dire que parfois, une goutte, une larme de l'ingéniosité militaire, une larme de l'innovation qui est faite dans le monde de la guerre, quand elle tombe dans le civil, ça peut changer le monde. Les ordinateurs, c'est une invention militaire. L'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, c'est une invention militaire. Les moteurs de jet, c'est une invention militaire. Le GPS, le satellite, etc. Tout ça, c'est des inventions militaires. À chaque fois qu'une invention militaire passe dans le monde civil, elle change la face de l'humanité. Mais on n'en a pas encore fait une règle systématique. Et ça, c'est une erreur. Alors maintenant, on peut commencer à théoriser la noopolitique. On est au cercle Aristote quand même, alors je voulais donner aussi des bases pour les experts et les gens qui voudraient aller plus loin. Voilà quelques ouvrages que je vous recommande si vous voulez vous plonger dans la noopolitique. Pour la faire simple, le terme noopolitique, il est inventé par John Arquilla et David Ronfeld, et il est résumé par cette très belle phrase « être dans le camp d'Athéna ». Être dans le camp d'Athéna. Vous savez, chez les Grecs, il y avait 2 divinités de la guerre. Il y avait Athéna et il y avait Arès. Arès, c'est la brute épaisse, il bute tout le monde, etc. Athéna, c'est aussi la déesse de la sagesse. C'est très intéressant de voir que pour les Grecs, enfin pour les Athéniens, la déesse de la sagesse, c'est aussi la déesse de la guerre. Ce qui signifie peut-être, par extension, que la guerre idéale, c'est de savoir quand ne pas la faire, par exemple, ce qui est une forme de sagesse. Savoir quand ne pas faire la guerre. Arès, dans la mythologie grecque, c'est pas celui qui se poserait ce genre de questions, quoi. Quand ne pas faire la guerre. Athéna, si, elle se posera la question de quand ne pas faire la guerre. Donc, être dans le camp d'Athéna, ça résume la noopolitique, et ça vous dit tout de suite, en fait, que le summum de la noopolitique, c'est pas la technologie, c'est pas tout ce qu'on a vu, c'est pas le canon Gustave, c'est pas la bombe atomique, c'est la sagesse. Mais la sagesse, les gens veulent pas l'acquérir, les États encore moins. Mais le summum de la noopolitique, c'est la sagesse. Alors après, vous avez eu des mémos
avec la Rand Corporation. La Rand Corporation, c'est l'organe de recherche aussi de l'armée américaine. Ils ont eu... c'est des geeks qui réfléchissent à la fin du monde, pour simplifier. C'est eux qui ont inventé le concept de méga-mort. Voilà. Un méga-mort, c'est 1 million de morts. Et pourquoi ils ont inventé ce concept? Ils se sont dit, les généraux, pendant la guerre nucléaire, ils n'arriveront pas à mesurer l'idée, on appuie sur un bouton, boum, il y a tant. Donc il faut leur simplifier, il faut rendre le truc abstrait, et donc on va dire c'est un méga-mort. C'est flippant en un sens. Hein. Ça a donné le groupe de rock Megadeth. Hein. Megadeth, c'est vraiment, ça vient de la Rand Corporation, qui a écrit dans ses rapports, c'est passé dans la presse, et les mecs du groupe Megadeth, ils se sont dit c'est un super nom pour un groupe de métal, on va s'appeler Megadeth. Mais ça veut dire 1 million de morts. Donc voilà, l'émergence de la néopolitique, ensuite par John Arquilla, David Ronfeld. Bon, honnêtement, là, on est niveau master ou niveau thèse. Hein, donc c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et puis, modestement, j'ai commis un traité de néopolitique qui a été traduit en coréen et en anglais, où là, j'essaie de codifier la néopolitique d'un point de vue assez simple, où j'ai développé différentes catégories là-dessus, parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur la néopolitique. Mais, bon, pour simplifier, c'est quoi hein? Comme je vous ai dit, être dans le camp d'Athéna. Et en fait, c'est Bacon qui dit la science, c'est le pouvoir. Scientia potentia est. C'est tout. Le savoir, c'est le pouvoir. Voilà. Que les Anglais ont traduit par knowledge is power, mais c'est ça, quoi. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le pouvoir qui règne sur le savoir ou est-ce que c'est le savoir qui règne sur le pouvoir? Et majoritairement, dans l'histoire de l'humanité, c'est le pouvoir qui règne sur le savoir. Archimède a été assassiné par l'armée romaine. Alors, cette volonté de tout savoir, vous la retrouvez bien sûr dans les principes des agences de renseignement. Ça, c'est l'Information Awareness Office, c'est son vrai logo. Je ne sais pas, on n'est pas Illuminati contre faire machin, c'est le vrai logo officiel de l'Information Awareness Office de la DARPA. Et Snowden a révélé que, bien entendu, il collaborait avec Google. Si ça vous étonne, bon ben voilà, maintenant ça ne vous étonnera plus. Ça, c'est un document déclassifié, ça fait partie du package que Snowden a déclassifié. Et dans ce package, vous voyez un truc... Alors, d'une façon générale, les machins griffonnés à la main, c'est souvent là que vous avez les trucs les plus compromettants. Donc, quand vous voulez faire un truc où vous êtes sûr que très peu de gens vont le voir, vous faites un machin sur un post-it. Vous ne faites pas un document officiel tapé par quelqu'un. Non, vous faites un machin sur un post-it. Et dans le package que Snowden a intercepté, vous aviez ce petit croquis-là, avec en plus un petit smiley, genre, qui dit, bon, je vous résume, s'il y a Google dedans, on a accès, point barre. Voilà. Vos emails, bien sûr, évidemment. Votre navigation, évidemment, etc., etc. Bon. Certains de vos mots de passe au-delà de Google, oui, aussi, parce qu'on peut se faire passer pour Google une fraction de seconde, le temps que vous rentriez un mot de passe, etc. Bon. Donc, ça, c'est le côté obscur de la néopolitique, si vous voulez. Mais la néopolitique est née de ça aussi. Mais en fait, Scientia Potentia Est, ça vient de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, on lui doit le mythe du Léviathan, le Léviathan de Hobbes, qui dit que, et ça vous donne toute l'idée, hein, le roi, l'empereur, le prince, c'est une sorte de surhomme qui est constitué de sa population, c'est ça le Léviathan de Hobbes. Et donc l'État, ça va dicter aussi la raison d'État. Ah, le Léviathan, il doit se battre contre d'autres Léviathans, d'autres États. Donc s'il y a quelques... Voilà, vous imaginez si ce titan-là se bat contre un autre titan, sachant que ces cellules, ce sont des êtres humains, il y en a qui vont mourir. Et ça va vous dicter, après Machiavel, ça va vous dicter évidemment une interprétation de la raison d'État qui peut aller assez loin. Et dans ce sens-là, la vie privée, vous vous en foutez, évidemment. L'idée, c'est qu'on puisse faire de la lutte gréco-romaine entre centaines de milliers de gens. Donc, bon, c'est des milliers de morts, là, des centaines de milliers de morts, ou même des méga-morts. Alors, vous savez, envahir la vie privée des gens, qu'est-ce qu'on s'en fout, bon. Mais vous voyez toujours ce dilemme, en fait, que grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, quand on a beaucoup de connaissances, beaucoup d'innovations, on peut être profondément tenté de les utiliser pour dominer autrui, évidemment, plutôt que de se dominer soi-même, qui en fait s'avère être la meilleure stratégie néopolitique. Taïwan, la Corée du Sud, etc. Donc c'est ça que j'ai essayé de codifier aussi dans mon travail. Là, c'est Marc Aurèle, et à côté, vous voyez une reproduction, c'est une image de synthèse par intelligence artificielle à côté, à partir de la statue. Donc c'est un ordinateur qui a essayé de reproduire Marc Aurèle tel qu'on le verrait aujourd'hui. Oui, c'était à l'époque de Marc Aurèle, c'était la mode de la barbe. Ça a été lancé par Adrien. Adrien il adorait les Grecs, quoi.
Il a été divinisé à Athènes. Athènes a fait de lui un dieu, quoi. Et donc les Grecs portaient la barbe, donc Adrien, César, jamais il aurait laissé la barbe. Mais Adrien, si, et donc ensuite les empereurs qui sont venus après lui portaient la barbe. Et Marc Aurèle, évidemment, c'est un des exemples de l'empereur sage. Et c'est lui qui va dire, notamment, il y a deux formes de pouvoir, le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres, et le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres. Mais bon, voilà, c'est un roi philosophe tous les 2000 ans qui vous sort ça, et qui à la limite l'applique ou pas, parce que c'est même difficile de savoir si Marc Aurèle a réussi à appliquer ça, sachant que son fils c'était Commode, et que Commode a été un empereur catastrophique. Donc, en tout cas, il a raison. Et ça, c'était une pensée de stoïcien. C'était les stoïciens qui pensaient ça. Le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres. C'est les cyniques aussi. Les cyniques, c'est Diogène. Diogène, Épictète, avant les stoïciens. Diogène et Épictète pensaient comme ça. Le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres. C'est vrai pour un humain, c'est vrai aussi pour un État. Les États qui pratiqueraient ce que j'ai appelé dans mes travaux le stoïcisme d'État peuvent devenir extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Mais c'est, je ne vais pas dire quasi inaccessible, mais c'est extrêmement dur. Et les soufis ont un proverbe vis-à-vis du rapport entre la sagesse et le pouvoir. Ils disent « Le pire des sages est visiteur de princes, mais le meilleur des princes est visiteur de sages. » Ça vous résume bien l'idée, quoi. Le pire des sages, c'est celui qui va à la cour, quoi, qui va essayer d'être courtisan du roi. Pardon, le pire des sages, c'est celui qui va être courtisan du prince. Le meilleur des princes, c'est celui qui s'abaisse devant le sage. Et évidemment, vous voyez bien que dans l'histoire, il n'y a pas eu beaucoup de meilleurs des princes. Sinon aussi, la néopolitique, elle doit beaucoup à Pierre Teilhard de Chardin. Alors Pierre Teilhard de Chardin, on ne sait plus trop qui c'est aujourd'hui, mais en fait, vous prenez toutes les théories qui sont très à la mode en ce moment, de Homo Deus, etc. Tout ça, c'était déjà chez Pierre Teilhard de Chardin. Hariri, Homo Deus, la quasi-totalité des productions d'Hariri, c'est un remix, c'est un rehash de Pierre Teilhard de Chardin, avec un objectif politique différent, évidemment, avec une orientation politique différente, mais les catégories, les idées, les principes, vous avez ça dans Teilhard de Chardin. Alors, qui était Teilhard de Chardin? C'était un paléontologue jésuite qui a inventé le concept de noosphère, la sphère de toutes les idées, comme Platon. Vous voyez, dans Platon, vous avez le monde des idées. Et bien, chez Pierre Teilhard de Chardin, vous avez l'idée qu'il y a une géographie, en fait, des idées. Vous avez l'univers physique et vous avez l'univers de toutes les inventions, de toutes les idées, de toutes les pensées possibles. Et cette noosphère, c'est comme ça qu'il l'appelle, eh bien, il y a dedans toutes les solutions possibles à tous les problèmes possibles. Le conflit israélo-palestinien, oui, bien sûr, il y a la solution dedans, c'est dans la noosphère. On ne l'a pas trouvée, mais elle est dedans. Dessaler l'eau de mer, oui, on l'a aussi, bien sûr. Guérir les cancers, oui, bien sûr, on l'a aussi dans la noosphère, mais on n'a pas accès à la noosphère. Et si, on a accès, mais tout petit. On a un accès à la noosphère avec des cartes inexistantes. On n'a pas de carte de la noosphère. Alors, on ne sait pas exactement où serait, sur quel continent serait la solution à tel ou tel problème. Mais donc Teilhard de Chardin s'est dit, voilà, l'évolution de l'humain, c'est d'aller vers la noosphère de plus en plus et de faire des cartes de cette noosphère qui soient, comme l'évolution de l'humain à la Renaissance, c'était de faire des cartes de plus en plus précises et d'aller explorer de nouveaux continents, eh bien l'évolution de l'humain, ça va être d'explorer la noosphère et d'essayer d'aller au-delà. Alors il avait fait toute une théorie. Voilà, il dit, une fois en plus c'était très sage, il disait, aujourd'hui, voilà, on arrive à maîtriser les vents, les vagues, les marées, la gravité, mais une fois qu'on aura maîtrisé l'énergie de l'amour, là, on aura atteint, c'est comme si on avait redécouvert le feu. Alors, c'est pas du tout babacool, c'est un jésuite, Teilhard de Chardin, c'est très rationnel, etc., ce qu'il présente. Donc, quand il parle de l'énergie de l'amour, il en parle dans une perspective très précise. Et ici aussi, voilà, il dit quand l'homme sera conscient de lui-même, quand il sera conscient de son évolution intellectuelle, c'est ça, faire des cartes de la connaissance, quand l'homme sera conscient de son évolution intellectuelle, alors il se rapprochera de Dieu, Homo Deus. Et il avait fait tout un plan comme ça. Il avait dit, voilà, l'évolution de l'humanité, elle doit partir dans cette direction, entre la conscience et la complexité. Donc, voilà, et en plus, il va loin, c'est un jésuite, encore une fois, donc il dit, ça va de l'humain à Jésus-Christ, qui, évidemment, dans la doctrine catholique, est au-delà d'humain. Donc, il est au-delà de la noosphère. Vous voyez, Jésus-Christ, là, il met Christ, il le met juste après la noosphère, dans une autre sphère encore plus grande qu'il appelle la pneumatosphère, et qui est donc spirituelle, genre une sphère comment dire, d'un point de vue chrétien, Sainte Thérèse d'Avila, Hildegarde de Bingen, François d'Assise, etc. Et eux, ils ont accès à la pneumatosphère.
Et pour Teilhard de Chardin, voilà l'évolution de la planète Terre. J'insiste, en tant que paléontologue. C'est d'autant plus marrant que vous savez qu'il y a des mouvements chrétiens, protestants en l'occurrence, fondamentalistes aux États-Unis qui renient l'existence des dinosaures. Mais là, on a un jésuite qui est paléontologue et qui justement crée cette théorie en disant « j'ai vu des squelettes de dinosaures, donc j'ai envie d'avoir une perspective historique sur l'évolution du vivant, en fait. Où va l'humain par rapport à ce qui a disparu ?» Et c'est en se posant cette question qu'il s'est dit ce qui nous différencie notamment des dinosaures, c'est la noosphère, et c'est les élans spirituels, la pneumatosphère, etc. Bon, on peut pas... Alors, là, je viens de faire 1 milliard d'acrobaties, résumé Teilhard de Chardin en une slide, pas possible. Bon. Mais ça vous donne rapidement une sorte d'ouverture. Et donc, on ne pourrait pas parler de noopolitique sans parler de Teilhard de Chardin, c'est là que je voulais en venir. Et le côté obscur, juste de ce point de vue, ça a donné le transhumanisme le plus dur. Vous faites Teilhard de Chardin sans l'aspect spirituel, sans l'aspect religieux dans le sens noble du terme, ça vous donne le transhumanisme actuel. Donc, si on peut s'approcher de la conclusion là, l'humain a tendance à dépenser des fortunes d'intelligence et d'argent et de travail, d'homme-heure, pour se détruire. Ça, par exemple, c'est la première bombe atomique. On l'appelait le gadget. Gadget, c'est marrant, ce mot même. Vous savez, les États-Unis, c'est plein comme ça d'histoires étymologiques, d'histoires philologiques. Et on pourrait s'y intéresser 2 secondes. Parce que vous avez par exemple Disney. Disney, c'est Disney. Disney, c'est la contraction de Disney. Voilà. C'était une famille française qui est allée en Irlande, qui venait d'Isigny, où on fait la crème d'Isigny. Isigny elle-même, d'ailleurs, ça venait des Romains. Parce que les Romains, ils mettaient des feux d'alerte. Vous savez, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, les feux du Gondor. Là. Ils mettaient des feux d'alerte. Et le feu, ça se dit ignus en latin. Toutes les villes qui finissent en ini, c'est ignus hic. Hic en latin, ça veut dire ici, le feu ici. Les Gaulois en gallo-romain ont remplacé le hic par y. On retrouve le y dans ilia. Ilia en français. Le y, c'est la contraction de hic. Bon. Eh bien, tous les ini en France, et en Suisse aussi, où vous voulez, sauf évidemment au Québec, où là, c'est des noms de familles qui sont devenus des noms de villes. Mais les ini, c'est des endroits où il y avait des feux romains pour des feux d'alerte. Ignus hic. Bon. Disney, en Irlande, ça devient Disney. Et ensuite, il va aux États-Unis. Enfin, sa famille reste en Irlande 6 ou 7 générations, et ensuite va aux États-Unis. Le gadget, c'est une histoire assez comparable. Quand on a construit la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté, vous aviez un entrepreneur qui s'appelait Monsieur Gaget, je crois qu'il s'appelait Émile Gaget, et il vendait des petites Tours Eiffel, des petites statues de la Liberté. Et quand on en avait une, on disait « t'as acheté un gadget ». Les Américains, t'as acheté un gadget, et les Américains prononçaient ça un gadget. Et donc, c'est le nom qu'ils ont donné à la première bombe atomique. C'est marrant de voir qu'un monsieur qui s'appelait Gaget a retrouvé son nom comme ça. Ça me fascine toujours, la philologie, parce que ça vous donne l'évolution de l'humanité aussi. Bon. Vous voyez cet objet, il est compliqué. C'est comme un moteur de jet, c'est compliqué ce truc-là, surtout quand on n'a pas d'ordinateur. Enfin, on n'a pas de vrais ordinateurs, on a ce qu'on appelle des bombes cryptographiques, mais on n'a pas de vrais ordinateurs. Donc, on a créé ça, et c'était pas si cher que ça, le projet Manhattan. Par rapport à d'autres projets, ça a coûté... Aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, à peu près 40 milliards. Bon, c'est beaucoup, mais quand vous allez voir d'autres budgets pour d'autres projets, c'est rien, en fait. 40 milliards de dollars d'aujourd'hui, 2 et quelques de dollars de l'époque. Milliards de l'époque. Et c'était un projet réparti sur tous les États-Unis, c'était la coopération. D'ailleurs, c'est là qu'on a inventé l'hypertexte. L'hypertexte, et oui. Ça s'appelait le MEMEX à l'époque. On avait un coordinateur scientifique qui s'appelait Vannevar Bush, rien à voir avec George Bush. Et Vannevar Bush, il comprenait, parce qu'il devait coordonner ça. Donc, il recevait des mémos, et il pigeait rien à ce qu'il disait. Il disait, là, on a observé des muons, là, on a observé des gluons. Mais c'est quoi un muon? C'est quoi un gluon? Explique-moi. Et il communiquait comme ça, il disait ce qui serait bien, ce serait d'avoir un fichier magique, où quand on appuie sur le mot qu'on ne connaît pas, pouf, il y a la fiche qui sort. Il a appelé ça le MEMEX, pour extension de la mémoire, MEMEX. Et il l'a théorisé dans un article qui s'appelle As We May Think, qu'il a sorti en 1947, après la guerre. Il a dit, voilà, mon rêve, ça serait qu'à chaque fois qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on puisse mettre le doigt dessus et il y a la fiche qui sort. Comment ça s'appelle, ça? L'hypertexte. Le texte en bleu sur Internet, c'est exactement ça. Le texte en bleu, c'est vous cliquez, il y a un texte derrière, c'est un hypertexte. Et HTTP, ça veut dire quoi? Quand on va sur Internet, on tape
://HTTP. HTTPS, c'est pour secure. Maintenant, vous avez une sécurité. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Protocole de transfert hypertexte. En fait, ça a été pensé par quelqu'un, Tim Berners-Lee, au CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Au CERN, il a l'idée de Van Warburg, il se dit, mais on peut faire ça aujourd'hui, on a les ordinateurs avec un écran couleur. On peut faire un texte qui est dans une couleur différente, et quand on clique dessus, il y a le texte qui sort. Je vais appeler ça un hypertexte plutôt qu'un memex. Sinon, on aurait vu MTS, MTP, pardon, Memex Transfer Protocol. Mais Tim Berners-Lee se dit, voilà, on devrait faire du texte comme ça, codé, pour que quand on veut la définition, on clique dessus, elle apparaisse. Il invente un texte, il invente un logiciel, un programme, enfin un langage de programmation précisément, qui s'appelle langage de marquage hypertexte. Ça s'appelle comment pour les informaticiens? HTML. Ouais. HTML, le langage d'Internet, ça veut dire Hypertext Markup Language. C'est le langage pour mettre des mots en bleu, c'est ça que ça veut dire. Langage informatique pour mettre des mots en bleu, c'est ça que ça veut dire. Hypertext Markup Language. Bah, tout ça, ça avait été pensé pendant le projet Manhattan. Donc, à chaque fois qu'on fait des innovations militaires, vous en faites tomber une larme dans le monde civil, vous changez le monde. Une larme. Et maintenant, passons évidemment au plus gros gâchis de l'époque moderne. Le F-35. C'est un bel avion, mais il a coûté 1,7 trillion. Donc le machin a coûté 1700 milliards. Je vous ai dit que le projet Manhattan en dollars d'aujourd'hui, c'était 40. 40. Là, c'est 1700 milliards pour le projet du F-35, qui est livré, mais qui n'est pas fini encore. Bon. Il vole, il est vendu, il commence à être vendu, il se vend relativement bien. Mais bon, 1700 milliards. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est pour ça que ça a été représenté comme ça, quoi. Mais le pire, c'est que d'un point de vue militaire, je sais pas, on n'a pas essayé, mais peut-être qu'on pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien en mettant tout le monde à 40 000 $ par an. On n'a pas essayé, pourquoi pas? Après tout, quitte à faire des conneries, quitte à dépenser 1700 milliards de dollars, bah, mettre tous les Palestiniens, tous les Israéliens à 40 000 $ par an de PIB par habitant, ça coûte 600. Voilà. Presque 3 fois moins. Je sais pas, hein, c'est pas la méthode la plus intelligente, je vous l'accorde, hein, balancer des dollars. Mais investir dans des infrastructures, régler les problèmes d'eau, etc., l'éducation, la circulation, l'identification. Je dis pas que ça va résoudre le problème. Je suis pas un positiviste technologique qui vous dit vous claquez dans vos doigts avec une technologie et les hommes arrêteront de s'entretuer. On voit bien que c'est pas le cas. Mais quitte à dépenser des sommes pareilles, en fait, il y a peut-être des conflits sur lesquels on pourrait faire quelques contributions. Voilà, je vais le dire modestement. Pas on pourrait les résoudre d'un coup, mais sur lesquels on pourrait peut-être avancer. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça c'est le projet Dôme de fer des Israéliens. Donc là, vous voyez ce que c'est qu'une munition noétisée, c'est-à-dire vous avez d'un côté des roquettes et de l'autre côté des anti-roquettes. Donc les roquettes, ça a une trajectoire parabolique, ça a une trajectoire de feu d'artifice, et les anti-roquettes, ça a une trajectoire que vous n'avez jamais vue dans un feu d'artifice, parce que ça manœuvre, hein, ça manœuvre pour intercepter. Bon. Et ça leur coûte 40 millions à chaque campagne. Bon. Voilà, bon, bah, le projet du F-35, c'est 1700 milliards, et honnêtement, avec ça, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. D'ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1700 milliards? Bah, la Station spatiale internationale, elle coûte 150. Donc, on peut faire plus de 10 stations spatiales internationales. 10. Bon. Alors, ça ne sert à rien, d'accord, mais ça vous donne une idée. Bon. En fait, on pourrait peut-être même carrément faire ça, du coup. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le TOR de Stanford. C'est l'idée d'une station spatiale qui soit en forme de TOR, donc en forme de beignet, en forme de donut. Parce que vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace, ou bien Mission to Mars de Brian De Palma, ça crée de la gravité quand ça tourne avec la force centrifuge, ça vous colle au sol. Donc si vous faites tourner un donut, si vous faites tourner une station spatiale en forme de donut, vous allez être collé au sol, et si vous contrôlez la rotation, eh bien vous contrôlez la gravité. Donc les chercheurs de Stanford avaient envisagé, celle-là, elle coûterait, je vous l'accorde, plus que 10 fois la station spatiale. Vous avez vu la taille du truc. Il y a des maisons dedans, ils ont mis des rivières et tout. Bon. Mais un truc dans ce genre-là, en plus petit, sans problème, vous le faites avec 1700 milliards. Sans problème. Ou, ça, c'est une carte du métro mondial avec Hyperloop. Vous savez, le train à très grande vitesse. Et bon, pourquoi pas? Là, vous allez, parce que l'idée, c'est d'aller à 1000 km/h quand même. Donc,
vous pouvez faire... c'est quoi? Avec un changement... Alors, moi, je suis assez content. Ils ont mis, parce que quand j'étais petit, j'allais en vacances en Auvergne, ils ont mis Clermont-Ferrand. Bon, ils ne savent pas l'écrire, mais c'est Clément-Ferrand, voilà. Mais bon, c'est... Ouais, Besançon, bon... Ouais, les fans hardcore qui connaissent mon histoire, je suis né à Pithiviers. Rien que ça fait rire, quoi. Et du coup, à chaque fois que je vais aux États-Unis avec mon passeport, ma tronche et les tampons qu'il y a sur mon passeport, à chaque fois, le mec de la frontière, il se prend pour l'inspecteur Gadget, il essaie de me déstabiliser. Where are you born? Pithiviers? It doesn't say that on your passport, it says Pithiviers. Bon, et là, j'en ai pour 6 heures en général. Bon, là, je les comprends, Besançon, tout ça, c'est plus compliqué. Mais n'empêche que on aurait là une sorte d'intégration en termes de distance, de transport, de fret, de ce que vous voulez. Ça n'abolirait évidemment pas les frontières, mais si vous avez des systèmes d'identification, pourquoi pas. Bon, c'est pas tant que c'est ça que je veux voir à l'avenir, hein, c'est pas un manifeste. Je montre juste ce qu'on peut faire avec 1700 milliards. Le niveau de 1700 milliards quand vous le mettez non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de construction massive. Et j'ai commencé la conférence là-dessus, donc je voulais la terminer là-dessus. Ça, par exemple, c'est de l'arme de construction massive. Alors, non, Idriss, ça, c'est pas une arme de construction massive, c'est juste un pont. Alors, il est stylé quand même, c'est un pont à Magdebourg, et vous pouvez donc comme ça faire passer un bateau par-dessus. Mais là où il est intéressant, c'est que dans mes travaux, j'ai appelé ça les rivières inversées. Imaginez, on a, je vous ai parlé du manchot empereur, etc. Imaginez, on a la technologie pour dessaler l'eau de mer à très bas coût. Voilà, imaginez, on a trouvé ça dans la noosphère. On a trouvé la technologie pour dessaler l'eau de mer à très bas coût. Ce que je vous ai dit, voilà, la noopolitique, c'est l'interaction du savoir et du pouvoir. J'ai commencé en vous mettant Taïwan, en vous disant, il y a un truc dans la noosphère qui pourrait protéger Taïwan, ce serait des drones nouveaux, sous-marins, qui ont un système d'identification nouveau, tout ça, on ne l'a pas, mais c'est quelque part dans la noosphère. Si jamais vous occupez ce point de la noosphère, ça vous permet de vous défendre. Il y a un point dans la noosphère, c'est le dessalement de l'eau de mer à bas coût. Vous savez, il y a des ressources stressées en ce moment, il y a le pétrole, mais l'eau potable, c'est la première ressource la plus stressée au monde. Et la deuxième, c'est le sable de rivière. Parce que pour faire du béton, il faut du sable de rivière ou de mer, et le sable du désert, on ne sait pas faire du béton avec. Voilà. Si vous découvrez une méthode pour faire du béton avec du sable du désert, vous allez être très très riche, parce qu'on ne sait pas faire du béton avec du sable du désert. C'est rond, le sable du désert au microscope, c'est rond, ça n'accroche pas bien, ça ne fait pas du bon béton. Eh bien, dans la noosphère, si vous trouvez une méthode pour faire des rivières inversées, c'est-à-dire une rivière qui part de la mer et qui finit dans les terres, donc le contraire d'une rivière normale, qui part dans la terre et qui finit dans la mer, vous allez changer le monde. J'ai dit que vous allez changer le monde si vous faites des t-shirts thermiques en Sibérie, mais si en Australie, vous avez de quoi créer 5 rivières artificielles qui partent de la mer et qui finissent dans les terres, vous changez la face de l'Australie. Pareil pour le Sahara, pareil pour le Sahel. Donc, les armes de construction massive, peut-être que si on s'y était intéressé, il y a certains conflits qui seraient devenus inutiles. Encore une fois, je ne suis pas un pur positiviste technologique, je ne pense pas qu'on peut tout résoudre juste en innovant. Mais bon, il y a certains conflits en tout cas qui se seraient mieux portés si on avait eu des rivières inversées. Mais on n'y a pas mis les cerveaux. Parce que pour l'instant, quand on explore la noosphère, c'est pour se mettre sur la gueule. Mais côté français, justement, ça c'est mon avant-dernière slide, on avait une grande époque, vous savez, c'est l'époque où on a été traumatisé, c'est la Première Guerre mondiale. Des millions de gueules cassées, etc. Ça nous a... L'élan, on n'imagine pas l'élan qu'avait la France à la belle époque. Vous savez, par exemple, l'exposition universelle de 89, la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, on l'a gardée, mais autour, il y avait des bâtiments qui avaient coûté jusqu'à 10 fois plus cher. Par exemple, on avait reproduit une ancienne mine de diamants sud-africaine. Donc, dans un palais, comme le palais de la Découverte, comme le Grand Palais, on avait reproduit une mine de diamants sud-africaine, avec des ateliers où les gens pouvaient casser une pierre et tomber sur un bloc un peu résistant de cristal qui ressemblait à un diamant, une sorte de Disneyland, quoi. Et tout ça, c'était l'influence des expositions universelles aussi américaines. Et on les a démontés parce que nos ancêtres se sont dit, on fera mieux. Nos ancêtres se sont dit, attends, en 2022, le Champ de Mars, c'est bon, on va certainement pas occuper le Champ de Mars avec un palais en métal avec une fausse mine de diamants, alors que nos descendants vont faire 10 fois mieux que ça, quoi.
Et puis, entre-temps, il y a eu 2 guerres mondiales et on est devenu un tout petit peu plus conservateur. Et puis, aujourd'hui, Paris n'a pas de monument au-dessus de la Tour Eiffel en termes d'innovation. Je ne parle pas en termes de taille, on s'en fout de ça, mais en termes d'innovation. Et ça nous montre aussi un peu comment on a pu... Alors certes, on a eu Ariane entre-temps, attention, des méga-projets, on appelle ça des méga-projets en géopolitique. Des méga-projets, la France en a eu, et pas que la France. Mais, cependant, sous certains aspects, on est devenu plus conservateur par rapport à l'élan de l'époque Jules Verne, en fait. L'esprit Jules Verne, c'était de la folie, quoi. Eh bien, l'esprit Jules Verne, il est encore présent chez certaines personnes, en France notamment, avec Jacques Rougerie, moi je l'aime beaucoup. Jacques Rougerie, donc c'est un architecte français qui est un spécialiste de la construction sous-marine. Là, c'est un projet de station océanique en aluminium recyclé. Malheureusement, il n'a pas eu les financements en France. À l'époque, j'étais son conseiller. Je lui ai dit, bon, écoute, désolé, je sais que tu es un patriote. Et il voulait hors de question pour lui de sortir cette technologie de France. Mais je lui ai dit, bon, malheureusement, vu les, comment dire, le conservatisme ambiant, tu ne trouveras pas de financement en France. Et hélas, il n'en a pas trouvé. Mais les Américains lui auraient fait un pont d'or. Ils ont fait un article en disant un vaisseau spatial de la mer dans Scientific American. Mais il a refusé. Il a dit non, ni Google, ni Apple, je refuse de sortir cette technologie et je respecte son choix. Mais en tout cas, c'est un énorme représentant. Ça s'appelle Sea Orbiter, si vous voulez chercher le projet. Sea Orbiter. C'est un énorme représentant de l'esprit Jules Verne. D'ailleurs, il vit sur une péniche à Paris. Et voilà un de ses autres projets, la Cité des Mériens, en forme de Raymanta, comme ça, un campus. L'idée, serait de faire un campus pour des étudiants français et internationaux qui puissent dériver et qui puissent, parce que la France a un territoire océanique énorme. On a le premier ou le deuxième selon comment on compte. Et donc, avec la Cité des Mériens, on pourrait comme ça sensibiliser. Parce que moi, par exemple, mon rêve personnel, ce serait que la France soit une république maritime, dans le sens des républiques maritimes italiennes comme Amalfi, comme Gênes, comme Pise, comme Venise, mais avec les technologies actuelles et la population actuelle. Eh bien, ce genre de projet irait dans cette direction. J'avais commencé avec la sphère d'Apollodore de Damas, le Panthéon, et puis après le projet d'Albert Speer chez les nazis, qui n'a donc pas vu le jour. Ça, c'est Renzo Piano, c'est l'Académie des sciences de Californie. Selon moi, c'est son plus beau bâtiment. Je le préfère évidemment largement au Centre Pompidou, mais c'est mon esthétique personnelle. Il a fait comme ça des sphères dans le musée. Et puis chaque sphère représente un écosystème ou bien un planétarium. Et si vous allez à San Francisco, c'est un des trucs à voir quoi, comme bâtiment. Et puis chez les Belges, vous avez Gunther Pauly, qui est mon mentor, et qui a ce projet, enfin, ça c'est réel, c'est pas une image de synthèse, ce bateau circule, c'est un bateau qui stocke son énergie solaire avec des piles à hydrogène. Donc il y a une pile à hydrogène à l'intérieur du bateau, et ensuite les panneaux lui permettent d'avancer, et puis quand il n'y a pas assez de soleil, il a une aile kite, donc c'est comme un cerf-volant, si vous voulez, c'est pas une voile, c'est un cerf-volant qui va faire des 8 dans le ciel, et ça c'était utilisé pour la propulsion de certains navires, et c'est encore utilisable aujourd'hui. Donc ça s'appelle le Porrima, c'est le nom de la déesse des femmes enceintes et de la déesse du futur, parce que pour Gunther, voilà, on a des solutions, on n'est pas trop d'habitants sur Terre, vous savez qu'en ce moment c'est très débattu, est-ce qu'on est trop d'habitants sur Terre? En fait, la noosphère est beaucoup plus grande que la sphère physique, et donc dans la noosphère, vous avez des solutions qui permettraient de trivialiser certains problèmes. Donc ma dernière slide, de tout ce qu'on a vu, la noopolitique, l'interaction du savoir et du pouvoir, au fond, vous pouvez résumer l'interrogation à celle-ci. Ici, vous voyez la terraformation de Mars, c'est-à-dire comment transformer Mars d'une planète rouge en une planète bleue. C'est sur le profit d'Elon Musk, le rêve d'Elon Musk, c'est ça, c'est que Mars devienne une planète bleue un jour. Et ça vous montre en fait aujourd'hui la direction que la noopolitique devrait prendre. Aujourd'hui, on a des armes de destruction massive. On peut passer sans problème d'une planète bleue à une planète rouge. Si on veut transformer une planète bleue en planète rouge, on peut. Avec les ogives nucléaires qu'on a, on peut. Donc on a les armes de destruction massive pour transformer une planète bleue en planète rouge. La noopolitique de demain, c'est celle qui se pose la question, oui, mais est-ce qu'on a les armes pour faire l'inverse? Est-ce qu'on a de quoi passer d'une planète rouge à une planète bleue? Aujourd'hui, la réponse est non. Les personnes qui inventeront ça vont changer le destin de l'humanité. Je vous remercie beaucoup.